au début, il y avait des réticences sur dire non, moi, prospection, personne peut vendre à ma place. Ok, donc il fallait bien dire non, mais moi je vends pas à ta place, je prospecte, je fais un truc que globalement tu fais pas. Et moi de chez moi, j'ai commencé à avoir des appels entrants de gens qui étaient chez eux aussi, et qui commençaient à se dire ok, après le confinement, quand ça va s'ouvrir, il va falloir y aller. Et en fait, moi l'alerte, ça a été mon quotidien. 2 ans de suite, je suis tombé malade la première semaine de mes vacances. Et je me suis dit c'est pas normal quand même d'être malade pendant ses vacances, d'attendre ses vacances pour tomber malade. Et donc, j'ai réfléchi à une organisation différente et à une structuration. La base pour réussir en entrepreneuriat, c'est d'être toujours en quête de nouveaux apprentissages. Alors chaque semaine, je t'emmène avec moi à la rencontre des meilleurs entrepreneurs du game. Je m'appelle Benoît Dubos, cofondateur de Scalesia, et comme toi, j'étais vraiment pas prêt pour cet échange. Let's go! Eh ben écoute Jean-Michel, ça fait un petit moment déjà qu'on discute, le temps que tout se mette en place, etc. Parce que c'est un des premiers épisodes. Les gens qui nous écoutent, qui nous regardent aussi, c'est un des tout premiers épisodes qu'on enregistre en studio dans nos locaux à Lyon. Donc je suis trop content, je suis beaucoup trop content, et en plus de commencer d'ouvrir le bal avec toi et c'est dire si on a des trucs à voir ensemble, parce que on était en train de faire une sorte de simili ordre du jour en discutant ensemble, et on va parler d'hypercroissance, on va parler, je fais un petit teasing à chaque fois, mais on va parler d'hypercroissance ensemble, on va parler de réorganisation aussi, de restructuration, on va parler de rentabilité, on va parler commercial, d'ingénierie commerciale, de sales en fait, et j'ai trop hâte. On a tout le temps, quasiment tout le temps qu'il nous faut, parce que je sais que t'es timé après. C'est bon. Et j'ai déjà beaucoup trop parlé. Mais comment ça va de ton côté? Très très bien, écoute, surtout merci de m'inviter. Je suis ravi d'être là. Je suis auditeur fidèle, assidu de ton podcast, donc très content de participer. Le seul truc qui est un peu bizarre, c'est que comme ton podcast, je l'écoute en faisant du sport et en souffrant sur mon rameur, j'associe ta voix à la douleur. Donc là, ça me fait un peu bizarre. Voilà. Pour la première fois, je peux écouter ta voix sans avoir des gouttes de transpiration comme ça et avoir mal au dos. Sorte de réflexe un peu pavlovien. Ouais, exactement. Comme ça. Quand j'entends ta voix, j'ai mal. Voilà, c'est la voix qui fout des crampes. C'est ça. Mais écoute, plaisir partagé. On avait fait un live chez vous il y a quelques temps, et que j'avais adoré. L'échange était trop cool. Donc je voulais te renvoyer justement l'ascenseur, et puis ça fait un petit moment en plus qu'on travaille ensemble, parce que Scalesia et Ericom travaillent ensemble. Exactement. Mais justement, l'idée c'est pas de présenter Ericom à ta place, parce que je pense que tu le feras infiniment mieux que moi. Comment tu présentes Ericom aujourd'hui, alors que ça fait finalement peu de temps que vous existez, mais vous avez quand même très très belle croissance, et les chiffres qui suivent, quoi. Ouais, alors ça fait peu de temps et pas peu de temps. En fait, la boîte, ça fait longtemps, parce que figure-toi que si on regarde vraiment l'année de création, on va bientôt fêter les 10 ans. Ah oui. En mars prochain, on fête les 10 ans. Sauf qu'il y a une histoire et qu'on n'a pas toujours fait ce qu'on fait aujourd'hui. Tu sais, il y a eu des pivots, il y a eu des pivots, c'est un grand mot, mais en tout cas, en fait, c'était un side project à la base où j'avais une autre boîte qui fonctionnait pas bien, pour laquelle on avait plein de problématiques. Moi, j'ai voulu me créer une deuxième activité à côté pour soulager un peu la structure dans laquelle on était avec plusieurs associés, etc. Et donc, ça a été d'abord une activité annexe. C'était mon plan B. Okay. C'était mon plan B qui est devenu mon plan A petit à petit. Et en fait, il y a eu 2-3 années d'activités très différentes, pas du tout ce qu'on a aujourd'hui, qui était en fait le lancement. Donc, si tu regardes la date de création pure et dure de Recom, ça va bientôt faire 10 ans. L'activité telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça fait 5. Réellement, voilà. Et du coup, Recom est une agence de prospection commerciale externalisée, multicanal, B2B. En gros, on prospecte pour le compte de nos clients. Et donc, on est vraiment en mode agence, on est prestataire de service, et uniquement sur un périmètre d'intervention très clair et très court, qui est la prospection. La pure prospection, celle du tout début, tu sais, celle qui fait mal, qui est dure et qui est compliquée et ingrate. On va de la feuille blanche de départ jusqu'au premier rendez-vous, jusqu'au R1. Notre intervention s'arrête au R1 et on prospecte pour le compte de nos clients dans ce cadre-là. Voilà. Au R1, donc le premier rendez-vous, et ensuite ils prennent le relais. Et après, ils prennent le relais, exactement. Mais on va en parler tout à l'heure, parce que selon moi, tu réponds à une des problématiques les plus fondamentales de n'importe quelle entreprise, démarche entrepreneuriale. Pour moi, la prospection, c'est un indispensable, en fait. Savoir prospecter, savoir aller chercher des clients, c'est indispensable. Donc, tu réponds vraiment à une peine qui est extrêmement prégnante. Et ça m'intéresse, parce que j'imagine que vous avez toute une ingénierie aujourd'hui, toute une ingénierie aussi data, qui vous permet de progresser constamment, parce que vous devez générer énormément de feedback et de retour d'expérience au sein de votre équipe. Donc, j'ai très très hâte d'en parler. Et niveau chiffres, ça donne quoi aujourd'hui? Alors, on fait 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. On est 75 collaborateurs.
hyper tourné production, c'est-à-dire qu'on a 50 business développeurs, hein, les SDR externalisés en gros, on a 50 biz dev, on a une dizaine de chefs de projet qui pilotent les campagnes de prospection, et on a 7 grosses marketeurs qui font tout l'outillage justement, la question data, outils, etc. Donc tu vois, on a les 90% de la boîte est tournée production, on est vraiment une agence de prestation de services. Voilà, donc en gros, on a en mode agence classique, c'est-à-dire on est très proportionnel et linéaire entre l'effectif et le chiffre d'affaires, qui a une belle croissance effectivement ces 3 dernières années. Et donc les chiffres clés, c'est ça, c'est 75 collaborateurs, 3 millions. Avec à chaque fois une croissance, on en reparlera parce que cette année tu m'as dit qu'effectivement ça a un petit peu ralenti, mais à très juste titre en fait. Vous avez très bien fait selon moi. Et là, les années précédentes, par contre, c'était du 100% de croissance. On a fait 100% 3 ans de suite. C'est super. Mais c'est fatigant. C'est intense. C'est intense, exactement. Et ça pose plein de problèmes. C'est des bons problèmes. À chaque fois, je dis, attends, je suis content d'avoir ces problèmes. Mais il n'empêche que ce sont des problèmes. Alors, on va dire des problématiques. Et effectivement, cette année, on ne fait, entre guillemets, que 50%. J'ai bien conscience, quand je dis ça, c'est encore super, hein, mais en fait, notre vraie croissance au cours de l'année, elle a ralenti. On fait 50% juste sur la lancée de l'année dernière. Ça a ralenti. Et en revanche, on a beaucoup structuré. Parce que la croissance rapide des dernières années nous a pas permis de structurer à la vitesse à laquelle il aurait fallu structurer. Et donc, on a ralenti la croissance. Alors, je sais pas si c'est volontaire ou de fait, tu vois, parce qu'on a consacré beaucoup de temps et d'énergie à la structuration qui était pour le coup indispensable pour poursuivre. En fait, ça c'est une mécanique qui est endémique en fait à n'importe quelle démarche de croissance. C'est-à-dire que c'est ainsi qu'on appelle scale mess depth. C'est-à-dire qu'en gros, la croissance est cyclique et c'est fractal, donc c'est-à-dire qu'un individu, ça vaut pour un individu, ça vaut pour une biologie, mais ça vaut aussi pour une structure sociale, ça vaut pour une civilisation et ça vaut pour une entreprise. C'est-à-dire qu'en gros, quand une entreprise grossit, donc quand elle passe par une phase de scale, ce scale qui va être en fonction de son degré d'intensité et d'agressivité va générer ce qu'on appelle du mess, donc du désordre, du bordel en fait. Et donc ça va être des désalignements au niveau de la culture, ça va être des process des boulons qui se desserrent en fait, voilà. Et ce qui va faire qu'au bout d'un moment tu vas avoir un décalage entre la structure actuelle et les chiffres en fait. C'est-à-dire qu'en gros tu génères trop de chiffre d'affaires, t'as trop de clients pour pas assez de salariés, ou alors t'as trop de salariés par rapport à tes process actuels, ce qui fait qu'au bout d'un moment ta croissance naturellement, t'as deux options, soit ta croissance ralentit naturellement, soit t'imploses en vol parce que tout simplement ta rentabilité à ce moment-là elle s'effondre et là c'est un problème. Et en fait tu dois passer en phase de dette à ce moment-là pour payer cette dette-là qui s'est accumulée, donc qui va être humaine, technique, qui va être une dette de process, qui va être une dette culturelle et ainsi de suite. Mettre en place une nouvelle structure qui te permet de rééchafauder de nouveaux process, un nouvel organigramme pour avancer et ensuite relancer une nouvelle phase de croissance. Et en fait, c'est ce qui explique qu'une boîte, par exemple Bootstrap, parce que vous avez pas voilà, et en fait la croissance elle va pas se faire de façon linéaire, elle va se faire en escalier en général. Tu vas avoir des phases de ralentissement et tout. Et donc vous êtes vraiment passé par cette phase-là. Et moi ça m'intéresse qu'on en discute un petit peu justement parce que on parle beaucoup de croissance. Les gens adorent le côté justement scale, mais pour moi le vrai entrepreneuriat il se joue justement pendant ces phases-là de mess et structuration, parce que c'est là qu'on voit vraiment se distinguer les deux types d'entrepreneurs. Celui qui a vraiment ce goût de la gratification instantanée, qui veut aller chercher tous les fruits d'un coup au risque d'imploser, et c'est généralement ce qui se passe. Ou alors, et ceux qui justement ont cette gratification différée, ont ce goût-là du long terme et qui vont prendre le temps de sacrifier peut-être un petit peu de croissance à court terme pour se sécuriser à long terme et finalement avec des exponentialités beaucoup plus intéressantes. Et de ton côté, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé là, cette phase-là? Alors effectivement, ce que tu dis, c'est marrant parce que il y a des entrepreneurs et des formes d'entrepreneuriat, et c'est vraiment ça. C'est aussi assez perso, c'est-à-dire qu'en gros, le démarrage d'une entreprise où tu fais ton premier chiffre d'affaires, tes premières croissances sont effectivement très gratifiants immédiatement, quoi. C'est un peu l'adrénaline, etc. Donc ça, on peut aller loin là-dedans, hein, avoir trouvé son marché, avoir la sensation de trouver son marché et dire à chaque fois que je pitch, je vends et tout, c'est une sensation qui est hyper agréable et on peut se faire happer par ça, ok. Et moi, je suis encore très accro je pitch ma boîte et je vends, et je suis très accro alors que je me fais violence toutes les semaines, et c'est pas des paroles en l'air, je me fais violence toutes les semaines pour pas prendre
mail entrant du site. Et le responsable commercial, il doit rigoler parce que de temps en temps, je peux pas m'empêcher de dire, ah, je peux le prendre celui-là. Je vois une boîte passer et je dis, allez, j'ai envie de le pitcher parce que c'est mon truc et ça reste encore mon adrénaline. Dire moi toutes les semaines j'ai envie de pitcher ma boîte et d'avoir un client qui dit allez go on y va, on démarre avec vous parce que ça me plaît beaucoup. Sauf que effectivement si je fais que ça c'est très bien, je me fais plaisir, mais en fait on va pas loin. C'est-à-dire que assez rapidement, c'est le mess, comme tu dis, est vraiment très fort. Donc effectivement, il faut être un peu raisonnable et se dire, ok, il faut aussi faire des réunions avec les managers, il faut aussi faire des entretiens annuels d'évaluation, il faut aussi structurer les RH, etc. Et donc en fait, c'est devenu, pour moi, ça m'a paru un peu évident qu'il fallait le faire. Ok, j'ai mis du temps à le comprendre. Honnêtement, je me suis dit, attends, tant qu'on fait du chiffre d'affaires, tout va bien. En fait, on s'en fout. Le reste, ce ne sont que des problèmes qu'on gérera. En fait, au bout d'un moment, non, c'est pas tout à fait ça. Ça peut être des problèmes qui engloutissent la boîte. C'est-à-dire que tu dis tant que je fais du chiffre d'affaires, je gérerai les problèmes. C'est l'impression que j'ai eu pendant un moment, et au bout d'un moment, j'ai dit non, en fait, c'est juste pas possible. Et je l'ai vu aussi par rapport à mon quotidien, moi, perso, ok? C'est-à-dire, mon quotidien perso ne pouvait plus être fait de gérer tous les problèmes liés à une équipe de 40 salariés, toutes les questions qui viennent, l'organisation, et de faire du commercial, et de suivre la compta et l'administratif, etc., parce qu'on a une boîte très légère en termes de structure et tout. Et en fait, moi, l'alerte, ça a été mon quotidien. C'est-à-dire qu'en gros, pour la petite blague, hein, 2 ans de suite, je suis tombé malade la première semaine de mes vacances. Ok, quand tu tombes malade la première semaine de tes vacances, tu tiens comme ça, et après, boum, tu pars en vacances le 1er août, là, et là, moi, la première semaine, je me suis dit, c'est pas normal, quand même, d'être malade pendant ses vacances, d'attendre ses vacances pour tomber malade. Donc, je me suis dit, en fait, il y a un problème de quotidien, qui est, en fait, le problème de structuration de la boîte. Et c'est ça, un peu, moi, qui m'a alerté, en disant, en fait, c'est pas possible de faire ça. Et donc, j'ai réfléchi à une organisation différente et à une structuration. Mais franchement, c'était pas mon idée de départ. Moi, j'étais pas très sensible à ça. Et après, mon quotidien a changé, la boîte a changé, et la structuration, qui fait qu'effectivement, à quoi tu faisais allusion, cette année, on a beaucoup structuré la boîte et moins fait de croissance et j'ai moins eu mon adrénaline et j'ai moins eu mon choc d'adrénaline de signer des clients, mais pour le bien de la boîte et probablement pour assurer le futur. Et c'était quoi les différents chantiers? Parce que t'es passé d'une phase avec une structure très agile qui était vraiment focus go-to-market. Donc en gros, on attaque le marché, on y va, on prospecte, on vend. Vous aviez pas mal d'inbound aussi, on en parlera tout à l'heure de votre marketing mix, mais vous aviez aucun problème en termes de distribution et en termes de ce qu'on appelle go-to-market. Le chiffre d'affaires suivait, ça grossissait. Mais par contre, au bout d'un moment, votre structure qui était très légère, comme tu l'as dit, ne suffisait plus. Et donc, en fait, toi, t'étais sans arrêt, tu t'en rendais pas compte, mais t'étais en mode pompier à éteindre des incendies toute la journée. En plus de tout le travail opérationnel que t'avais pas délégué parce que t'aimais ça en plus de ça. Exactement. Ce qui fait que, t'étais en train de préparer un joli burn-out, quoi. Et là, donc, ça a été quoi les chantiers cette année? Alors, il y en a plusieurs, mais il y a un chantier qui est lié quand même globalement au sujet RH. Ok, donc le sujet RH très large, c'est-à-dire que nous on est une agence, hein, donc vraiment le cœur, notre savoir-faire et toute la valeur de la boîte, c'est les gens qui sont dedans. Soyons clairs, parce que on propose à nos clients du temps de travail des gens qui sont chez nous, donc très clairement c'est ça. Donc on a eu des sujets recrutement, on a eu des sujets formation, on a eu des sujets suivi, etc. Et tout ça, et le plan de rémunération, les possibilités d'évolution, les contenus des postes, tout ça a été peu structuré au début et il a fallu le structurer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fallu structurer les process de recrutement. Il a fallu structurer les process d'intégration. Il a fallu structurer les process organisationnels dans l'entreprise. Il a fallu structurer le plan de rémunération, les possibilités d'évolution avec structurer des niveaux pas hiérarchiques mais des niveaux de compétences et d'expérience, etc. Donc ça a été énormément RH, ok? Parce que notre sujet c'est celui-là. À côté de ça, c'est relativement simple parce que comme je te disais tout à l'heure, on a un business qui est hyper simple. On a un périmètre d'intervention qui est court, on a quelque chose qui est simple à comprendre et simple à mettre en place, entre guillemets, même si c'est un peu technique, on y reviendra probablement. Mais effectivement, à côté de ça, on a par exemple pas beaucoup de questions sur l'administratif et le financier. Ok, on facture tous nos clients une fois par mois, c'est hyper simple, on a du suivi vite fait, voilà. Donc le sujet c'est les RH. Et en fait, moi j'ai eu l'impression, en tout cas je le résume un peu comme ça, moi d'être passé je croyais que j'étais un commercial, tu vois. Je croyais que je vendais ma boîte, que je pitchais ma boîte, et que je vendais ma boîte, et je suis devenu en fait quelqu'un qui fait des RH 80% de son temps. Et ben ce qui est tout à fait logique par rapport à notre secteur d'activité et la façon dont on évolue. Ok. Donc en fait, je fais du management,
du management de mes managers, du suivi, je supervise les recrutements, les intégrations, les formations, voilà. Et en fait, on fait beaucoup de choses comme ça pour que nos process puissent continuer à 75 et demain, j'espère, 100 personnes, alors qu'on faisait tout à l'artisanat quand on était 25. Voilà. Et comment tu faisais là, façon artisanale, comment tu faisais à l'époque? Parce qu'il fallait bien faire. Ouais. Alors, il y a deux choses. Je faisais mal et où je faisais pas. Après, moi, je m'en suis rendu compte après. C'est-à-dire que maintenant qu'on a vraiment structuré le fonctionnement de l'entreprise et notamment la structure RH, je m'aperçois à quel point, soit je faisais pas bien, soit je faisais mal. Alors, il y a des petites choses marrantes, par exemple. Pendant très très longtemps, tous ce qu'on appelle les business chez nous, les business developers, donc tous les commerciaux sédentaires qui prospectent pour le compte de nos clients, tous, quand ils partaient le soir, ils passaient devant mon bureau, en gros, j'étais à côté de la porte. Ils passaient et ils me faisaient un résumé de leur journée. Aujourd'hui, j'ai fait ça, j'étais sur tel client, je fais ci, je fais ça, machin. Et c'était hyper agréable pour moi. Je pilotais, je voyais tout et tout. Et à la fin de la journée, chaque bizdev envoie un mail à son client pour lui faire un reporting du jour. Et j'étais en copie systématiquement de tout ça. Donc, j'ai eu une période de ma vie où de 17h à 18h, je recevais 40 mails des 40 business developers qui envoyaient leur truc là. J'étais en copie de tous et ils passaient tous. Alors à 40, ils étaient arrêtés de passer devant mon bureau, mais encore jusqu'à 20, ils passaient pour me raconter leur journée. Donc c'était hyper gratifiant parce que j'étais au centre du truc et je voyais tout et machin. Mais sauf que c'était juste absolument impossible de faire ce genre de choses. Donc ça, c'est des petits, je m'en souviens, c'est un petit souvenir qui me dit tiens, avant comment tu faisais? On faisait ça. C'est pas jouable de faire ça sur la durée. C'est marrant, c'est sympa, c'est le petit côté un peu petite boîte, un peu paternaliste où il y a un mec au milieu qui est un peu central. Sauf que tu vas pas loin avec ça. Voilà. Donc effectivement, il y a des choses que je faisais pas. Par exemple, je t'ai confessé tout à l'heure au café que j'ai des entretiens annuels d'évaluation. En plus, nous on a une convention collective où il faut en faire 2 par an. Donc tu vois, pendant 2-3 ans, oui, j'avoue, j'ai pas beaucoup fait. Je ne sais pas. On n'avait pas de plan de rémunération. On n'avait pas structuré les fiches de poste. Par exemple, les gens n'avaient pas une fiche de poste claire sur les attendus, les compétences nécessaires, ce sur quoi ils étaient attendus. Il n'y avait pas forcément de suivi de métrique et tout. C'est tout freestyle en disant tu m'en parles et je te dis si ça va ou ça va pas. Donc ça, il y a quand même des choses qu'on faisait pas et que maintenant on fait, qui sont claires, où chacun sait où il en est lui, quelles sont ses perspectives d'évolution, ce qu'on attend de lui en termes de quantité, de qualité de travail, de suivi, de métriques, de perf, pour aller à l'échelon d'après, etc. C'est hyper structurant, c'est absolument indispensable si on veut passer à l'échelle d'après. Mais tout ça, ça n'était pas le cas avant. Donc ça s'est fait relativement rapidement et ça me donne cette petite impression d'être passé de commercial à RH. Parce que mon quotidien, je vois bien, il a basculé, quoi. C'était 20-80 dans un sens et c'est passé 20-80 dans l'autre. C'est-à-dire que t'es vraiment passé du rôle de head of sales, team lead sales à un rôle de vraiment CEO. T'avais déjà ce rôle de CEO d'un point de vue leadership. Mais là, maintenant, structurellement, t'as échafaudé ton rôle et tu occupes le rôle vraiment du CEO dans le sens, managérial, en plus du rôle de leader que t'avais à l'époque, quoi. C'est ça. Et, ça a dû être, ça a été, ce process, tu l'as bien vécu ou pas? Parce qu'à l'époque, alors, petite parenthèse, mais la charge mentale de recevoir 40 mails par jour, ça devait être phénoménal. Et en fait, encore une fois, je dis, le déclencheur pour moi, ça a été de dire, en fait, c'est plus une douleur qu'un plaisir. C'était un plaisir au début pour moi de voir, je regardais, tac, je savais. Puis tu vois, au début, je connaissais tous mes clients, parce que de toute façon, c'est moi qui les avais tous signés. Donc, je connaissais tous mes clients, je savais qui c'était, je voyais ce qui se passait, chacun sur la campagne et tout. Donc, on a une sensation de maîtrise totale qui est hyper agréable, honnêtement, qui est très, tout va bien. Sauf qu'au bout d'un moment, tu passes de agréable à c'est trop. Et quand c'est trop et que tu vois bien que tu peux pas suivre et que c'est pas possible, à ce moment-là, faut passer à autre chose. Voilà. Moi, ça a été mon alerte et ça a été le moment où je me suis dit, il faut faire autrement. Et ça a été à partir de 40 clients. En gros, non, pas 40 clients parce que du coup, nous, sales, il travaille pour entre 3 et 5 clients différents. Ok, d'accord. Donc on a une centaine de clients. Donc 40, t'avais 40 bizdev. Donc, 40 personnes en tout, ça devait faire une trentaine de bizdev. Ok, où je recevais encore les mails de fin de journée. Pour te donner un exemple. Et 200 clients environ. Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, dans l'année, ça devait même être un peu plus, 40, enfin, on devait avoir ça, un peu plus, on avait une centaine de clients actifs. Et donc, en gros, on a un renouvellement d'une fois par an pour nos clients sur les durées des collaborations. Donc, ça fait 200 clients dans l'année pour en avoir une centaine d'actifs. C'est à peu près ça. Et jusque-là, j'étais en copie de tout et c'est juste pas possible. C'est ça. Et puis, au bout d'un moment, en plus, t'as j'ai jamais le terme français. Faut que j'arrête avec les anglicismes. La law of diminishing returns. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, plus tu recevais d'emails, au moment t'étais en mesure d'être
de processer l'information, que tu en avais juste trop à gérer. Ouais. Et donc, ta plus-value à être en copie, en fait, diminuer à mesure que tu avais des clients, etc. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça devenait limite contre-productif, parce que ça venait juste parasiter, sans aucune valeur ajoutée au final pour les dossiers. J'avais mon dilemme du soir, par exemple, à la fin de ma journée, quand je rebossais un peu à la maison le soir, ça m'arrivait un peu, à 23h ou 23h30, j'avais le choix entre lire mes mails ou aller me coucher. Ah, et de temps en temps, tu fais quand même le choix d'aller te coucher parce que tu te dis mon sommeil est plus important. Et donc, en fait, mes mails, je les lisais pas. Donc, je les archivais sans les avoir lus. Au bout d'un moment, je me suis dit, c'est idiot de continuer à vouloir être en copie alors que je les archive sans les avoir lus. Puis surtout, je vais pas intervenir sur la campagne. Donc là, vraiment, il y avait nécessité, physique, pratico-pratique de structurer. Et donc, dans la boîte, on a mis en place des managers. Donc, un niveau hiérarchique, on a mis en place des managers. On était 40 personnes. On était 40 salariés. Donc jusqu'à 40, j'ai fait un truc qu'il ne faut pas faire, hein, mais je l'ai fait parce que je m'en rendais pas compte. J'ai fait 0 lien hiérarchique. On avait un bon râteau avec moi et les 39 autres, quoi. Et ça n'a aucun sens. Il aurait fallu le faire plus tôt. Donc là, on a mis des managers en place. Donc ça, énorme soulagement pour moi. Donc il faut faire quelques petites concessions. Effectivement, t'es pas au centre de tout. Et donc le truc, c'est t'es plus au courant de ce qui se passe dans ta boîte. En gros, si tu fais pas un peu confiance, ça marche pas. Donc je ne vois plus les mails du soir. Les fameux mails de fin de journée, voilà. Et j'ai au début, évidemment, un peu de mal. J'aimerais savoir ce qui se passe. Et puis après, assez rapidement, de toute façon, je me suis fait à l'idée que c'était pas du tout ça mon rôle. Okay, et mis en place des managers, bien sûr, et qui le font très bien. Voilà. Et avec qui, moi, je discute ensuite en disant, tu me remontes les problématiques quand il y en a et quand je dois avoir une valeur ajoutée. Voilà. Et là, aujourd'hui, vous êtes structuré comment ? Alors aujourd'hui, il y a 14 managers, qui pilotent la production, en gros. Okay, on a des managers un peu qui ont des fonctions support, donc RH et head of sales. Et après, les managers sont plutôt ceux qui pilotent la production. Donc on fonctionne par équipe. En gros, on a un manager qui a le rôle opérationnel de chef de projet, c'est-à-dire celui qui accueille le client, le suit du début à la fin, donc typique chef de projet relation client, et qui est lui-même le manager d'une petite équipe de 5 ou 6 business développeurs. Voilà, donc ils sont les managers directs. Voilà. Okay. Et après, on a en plus 3 rôles particuliers qui ont été donnés à des managers. Un pour gérer une des chefs de projet qui elle est responsable de la production, donc elle gère tout le planning parce qu'on a un vrai sujet d'allocation de ressources à qui, quand, etc. Et ça, c'est un truc, c'est une vraie matière mouvante permanente, tu vois. Donc on a quelqu'un qui gère la prod, donc s'assurer que tout roule le point de vue organisation des campagnes et des clients. On a quelqu'un juste pour la perf, c'est-à-dire qui est là juste pour qu'on soit bon dans ce qu'on fait. En permanence, de intervenir là où il y a des problèmes, faire progresser les gens, etc. Et la responsable RH pour toute la structuration, le suivi de l'organisation, du fonctionnement de l'équipe. Voilà. Et ce rôle-là, perf, tu peux m'en dire un peu plus ? Ouais. Ce rôle-là, il est génial. Donc, c'est quelqu'un chez nous qui est là depuis très longtemps, qui était business developer, qui est devenu business developer manager et qui est maintenant responsable de la performance. Lui, c'est son rôle. C'est son rôle. Il est là pour que tout le monde soit bon dans ce qu'on fait. Et l'intitulé de son poste, c'est responsable de la performance. D'accord, c'est génial. Vraiment, c'est un poste génial. Donc lui, il est là pour que dans ce qu'on fait pour nos clients, on soit le plus performant possible. Donc il y a un vrai rôle de mesure des métriques pour savoir où il faut intervenir. Donc on mesure plein de métriques tous les jours pour tous les business développeurs et toutes les campagnes. Donc vraiment, nous dans ce qu'on fait, la prospection, c'est assez simple. On doit contacter des prospects. Donc on travaille par mail, par téléphone, par LinkedIn. Donc tu as des mesures de joignabilité. Est-ce que tu arrives à les joindre? Et des mesures de perf. Est-ce que tu arrives à les transformer en rendez-vous? Est-ce que tu arrives à les intéresser, à les pitcher et à dire ça m'intéresse, je veux un rendez-vous. Donc ça on mesure le nombre d'appels, le nombre de mails, le nombre d'interactions. On mesure le nombre de fois où ça match. On mesure les temps de communication, on mesure plein de choses. D'ailleurs, le nombre de rendez-vous, bien sûr que l'on prend, voilà. Et on mesure ça par personne, par équipe, par jour, par semaine, par mois, par campagne, etc. Donc, il y a un vrai travail de mesure pour savoir où intervenir. Et ensuite, il y a du pur qualitatif, c'est-à-dire que vraiment, c'est quelqu'un qui va suivre les business developers, se mettre à côté d'eux, faire ce qu'on appelle des appels ping-pong. T'en fais un, j'en fais un. T'en fais un, j'en fais un, comme ça, et on regarde, et chacun fait, il y a un sujet sur le discours commercial. Il y a un sujet sur vraiment l'organisation d'une campagne. On a une méthode qui est très claire sur comment est-ce qu'on priorise les prises de contact en fonction de l'écrit, de l'oral, tu vois, ce qui se passe par mail, ce qui passe par LinkedIn, ce qui passe par téléphone. Et puis on a un vrai sujet outil. Quel outil on utilise? Comment on fait les bases de données les plus qualitatives possibles au départ? Comment on va faire de l'enrichissement de data? Comment on va choisir qui on va contacter sur quel angle ou sur quelle problématique à quel moment? Et ça, il y a une vraie coordination permanente de tout ça. Donc en fait, il a un vrai rôle de suivi de la perf, et d'intervention
auprès des clients qu'ils nécessitent, des business développeurs qu'ils nécessitent, et un rôle plus général de faire progresser notre méthodo et nos outils pour être toujours les plus performants possibles. Voilà. Donc, ce que je comprends, là, tes bidevs sont servis par deux entités, deux rôles, en fait, qui se complètent. T'as le manager à qui tu as quelque part un peu délégué une partie de ton leadership. Donc, eux, ils sont là pour assurer la dimension plus structurelle, plus leadership, plus process, etc. En gros, c'est le N+1. Et après, tu as le responsable de la performance qui, là, est le N+0, on va dire, qui est plus un coach, qui est plus un sidekick, en fait. Et donc, en fait, j'imagine qu'il y a une super complémentarité entre les deux, et que le business s'y retrouve complètement parce que là, là où le manager va être là pour chapeauter, là, le responsable performance va être beaucoup plus là pour épauler et voire même venir en tant que pompier, en fait, pour soulager des points de friction, des points de tension, des situations un petit peu compliquées sur des dossiers clients, quoi. C'est exactement ça. Hein. Donc les managers qu'on appelle chez nous chefs de projet sont les N+1 des BizDev, ok. Donc avec tout ce que ça comporte de lien hiérarchique et suivi mensuel, etc. Et effectivement, le responsable de la performance, lui, il va intervenir aux côtés d'eux pour faire progresser. Mais notre responsable de la perf, il est pas tout seul. C'est-à-dire que lui, il pilote une petite équipe. Il a 2 personnes avec lui. Il a un BizDev manager. Donc c'est en fait lui, c'est vraiment le coach. C'est-à-dire lui, il va se mettre à côté et il est à temps plein pour accompagner les business développeurs dans leur perf, leur discours commercial. Il se met à côté, il écoute, il fait 1 heure, 1 heure et demie, puis ensuite il en fait avec eux, etc. Donc ça, vraiment, on a un coach à temps plein, en plus de notre responsable de la performance, ok. Et on a mis en place maintenant une nouvelle fonction qu'on a appelée Super BizDev. Alors, il n'est pas obligé de se balader dans les couloirs en permanence avec une cape et un slip par-dessus son pantalon. Mais Super BizDev, c'est un plus. C'est un plus, c'est apprécié. Et Super BizDev, lui, il vole d'une campagne à l'autre. Ça veut dire qu'en gros, il intervient dans 2 cas. Soit on a un souci sur une campagne, le BizDev il est pas là, il est malade, il peut pas assurer la journée, bah lui il remplace, ok. Et donc il faut qu'il soit assez bon pour être capable. Une versatilité de fou. Voilà. Donc lui, on le brief entre 9h et 9h45 le matin, et il fait une journée de prod derrière pour assurer la prod d'une campagne, ok, qu'il connaissait pas 1h30 avant, mais il est très bon. Soit pour améliorer les perfs d'une campagne. C'est-à-dire, il y a une campagne qui est en difficulté, on n'a pas les perfs qu'on veut, soit en joignabilité, soit en trop de transfo, soit en prise de rendez-vous. Ok, il y va, il fait une demi-journée, il voit ce qui se passe. Il dit, tiens, moi j'ai remarqué ça, j'ai fait ci, tiens, j'ai essayé telle approche, etc. Et en fait, ça rétablit parfois des campagnes qui sont mal embarquées sur le discours, la cible, l'adéquation avec la problématique, l'angle d'attaque, des choses comme ça. Ouais. Et sur la partie performance, ça c'est quelque chose qui pour moi est fondamental, pas que pour moi, mais c'est une des pierres angulaires, selon moi, d'une boîte qui grossit rapidement, sereinement, durablement et sainement. C'est ce qu'on appelle dans le jargon Startup Nation le knowledge management, en fait. C'est-à-dire à quel point tu vas être en mesure de produire de la connaissance dans ta boîte, la capter et la compiler et la rendre accessible, la transversaliser en fait à tout le monde, et à mesure que et faire en sorte qu'elle perdure à mesure que les générations se succèdent dans ta boîte, parce que forcément quoi qu'il arrive tu vas avoir des départs, etc. Les gens dans ta boîte ne seront plus les mêmes dans 10 ans, fatalement. Enfin, c'est tout le mal qu'on souhaite, mais forcément il y aura des arrivées et des départs, et donc cette connaissance elle doit être fondamentale. Pourquoi est-ce que ça c'est un truc qu'on retrouve dans la biologie, c'est la pieuvre mimétique, c'est l'espèce la plus cognitivement intelligente, elle est plus intelligente cognitivement parlant, elle a plus de connexions synaptiques que l'humain. Le seul problème, c'est que la mère meurt au moment où elle, juste avant de donner naissance, en fait, elle se sacrifie pour protéger sa progéniture, pour faire en sorte pour éviter que les œufs se fassent bouffer. Et le souci, c'est que de génération en génération, en fait, l'espèce se reboot, repart de zéro, ce qui fait qu'il y a aucune progression, alors que là, on serait en droit de supposer que là aujourd'hui, on aurait une civilisation de pieuvres mimétiques qui serait en train de peupler les océans, et on se tirerait la bourre avec elle. Et la grosse différence, c'est qu'il y a une transmission de connaissances énorme chez les humains, et qui fait toute la différence. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est une constante biologique qu'il faut savoir répercuter, qu'il faut savoir reproduire au sein d'une boîte. Et il y a une infinité de façons de faire. Par exemple, j'avais discuté avec Thibaut Renouf de Partout, qui eux ont mis en place un WordPress interne, donc vraiment un site internet avec limite des milliers d'articles accessibles à tout le monde. Et c'est d'autant plus fondamental quand tu fais du service, parce que t'as un effet de réseau
que tu dois initier, qui sert à faire en sorte que chaque nouveau client est un peu mieux servi que le précédent. Et c'est un truc où le bas blesse dans beaucoup de cas, c'est-à-dire que t'as beaucoup d'agences où t'as une fébrilité énorme parce que t'as aucune stratégie de rétention et de captation de l'information qui fait que dès que t'as un consultant qui se barre, tu perds une énorme partie de ton expertise. Vous, de votre côté, comment vous avez fait, justement, comment vous faites pour que le responsable performance, il capte cette information systématiquement et qu'il la rende ensuite accessible au plus grand nombre? Alors, c'est un vrai sujet, effectivement, et c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup. Et il y a 2 ou 3 sous-sujets, en fait. D'abord, on a un sujet qui est la méthodologie de prospection. Okay, le truc qui est commun à toutes les campagnes de tous nos clients, qui est la méthodologie. Donc la méthode, c'est quelque chose qui progresse au fur et à mesure, qui évolue au fur et à mesure des tendances, des outils, des possibilités, des choses comme ça. Donc là, on a un vrai sujet là-dessus. On a une méthode, nous, qui est écrite, ancrée, ok, donc c'était avant un Google Slide, maintenant c'est un Notion, voilà. Donc ça vraiment c'est écrit et on l'a fait évoluer régulièrement. Et donc notre responsable de la performance, c'est lui qui est garant de ça, ok. Donc ça c'est sur le côté méthodo. Le côté méthodo, il dit quoi? Il dit on fait du multicanal. Donc voilà quelles questions il faut se poser à quel moment. Voilà comment on construit les séquences ou les typologies de séquences que l'on peut faire. Dans quel cas on fait celle-là. Comment on construit la journée, ok, d'un business développeur. Donc vraiment ça c'est écrit, c'est assez structuré et ça évolue. Ok, mais ça évolue pas tous les 4 matins. Ça évolue régulièrement au fur et à mesure, je te dis, des outils, des tendances, des choses qui peuvent se développer, etc. Donc ça c'est une première chose. Après, il y a ce que j'appellerais plus le savoir-faire. Tu vois, le savoir-faire, c'est plutôt l'attitude commerciale. L'attitude commerciale qui est quand même un enjeu important, qui est que si t'appelles quelqu'un dans machin, ça marche pas, alors que si t'es dynamique, ça marche. C'est bête comme tout. Faut parler au présent, faut poser des questions ouvertes. Enfin, tu vois le genre de truc comme ça. Surtout pas conditionnel, par exemple. Exactement. Donc tout ça pour le coup, tu peux l'écrire, mais c'est plus difficile à écrire. En fait, faut le vivre. Donc ça, c'est le travail permanent entre les personnes de la boîte, de se dire on se fait des doubles écoutes internes. On a le coach qui passe de campagne à campagne, ok. On a des équipes qui se font des sessions où ils écoutent leurs appels. On écoute les meilleurs, on écoute les moins bons, ok, pour se marrer un peu, se détendre. Donc voilà. Donc on fait tout ça, c'est vraiment sur le savoir-faire. Et après, on a un autre sujet qui nous est très embêtant, c'est que nous, d'un client à l'autre, il faut se refaire une culture de notre client à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a 150 clients actifs en permanence qui sont dans 150 business différents, puisqu'en plus nous on a la difficulté quand on travaille pour quelqu'un, on travaille pas pour ses concurrents en même temps. Donc on n'a pas du tout de spécialité sectorielle. Okay. Vous avez vraiment une clause d'exclusivité. Ah ouais, parce que moi à la machine à café, les bizdev ils peuvent pas discuter. Si son concurrent, il y en a un qui a pris un rendez-vous, pas l'autre, il dit passe-moi ton contact, je te refais. Tu vois, c'est juste pas possible. Donc on est très clair là-dessus. On dit quand on travaille avec une boîte, on travaille pas pour ses concurrents. Donc effectivement, on a une très très grande variété des secteurs d'activité dans lesquels on intervient. Du coup, c'est très difficile de capitaliser parce qu'en réalité, on repart de zéro à chaque fois, comme tapis. On repart de zéro, pas tout à fait à chaque fois, mais on repart de zéro parce que notre client il arrive, il nous dit qui il est, il nous dit ce qu'il fait, il nous dit à quoi sert sa solution, à quelle problématique elle répond, etc. Et on reconstruit un pitch, un argu, des approches, etc. Donc ça, on peut avoir du savoir-faire là-dessus, de l'expérience, mais n'empêche qu'on repart à zéro. Donc ça, on peut assez peu capitaliser là-dessus. Le seul truc qu'on a mis en place pour essayer de capitaliser là-dessus, alors il y a 2 choses. Il y a on a un grand tableau récap de toutes les campagnes que l'on fait pour avoir au moins quelques infos clés sur chacune des campagnes en disant quelle était la problématique, qu'est-ce qu'on a mis en place, comment ça s'est passé, pour pouvoir les retrouver en disant ouais tiens il me semble qu'on a déjà eu une campagne sur une thématique comme ça, on cherche 3 mots clés, tac on va rechercher. Ça c'est sur Notion. Ça c'est sur Notion, c'était un tableur maintenant sur Notion. Donc on a ça. Et le deuxième truc qu'on fait, c'est la plateforme Cubiz, et Cubiz pour Culture Business. On a mis à disposition de tout le monde, en fait en se disant il faut que tout le monde progresse sur la connaissance du business en général, des secteurs d'activité, de l'entrepreneuriat, etc. Et donc on a mis une plateforme sur Notion à disposition de tout le monde avec plein de contenus pour que chacun progresse sur sa connaissance générale des pratiques business. Ok, donc ton podcast y est en bonne place, ok. Voilà, donc on a quelques podcasts comme ça, et on propose à tout le monde d'aller passer un peu de temps pour s'acculturer d'une manière générale. Mais ça, c'est un travail, très profond de longue haleine. Donc on a des choses très opérationnelles comme la méthodo, on a du savoir-faire qu'on cultive en permanence, et on a du contenu à dispo pour que tout le monde progresse dans le sens de on est de plus en plus performant parce qu'on comprend mieux les business de nos clients, qu'on tilte tout de suite comment il faut aborder quand c'est un SaaS ou quand c'est du conseil ou quand c'est du coaching, etc. Et donc on essaie de mettre tout ça en place, mais c'est un vrai sujet.
Tout ce qu'on met en place sur une simple question, tout ce qu'on a mis en place pour ça, parce que effectivement, il faut pas qu'on reparte de zéro à chaque fois. C'est hyper, c'est dangereux, c'est hyper traumatisant pour nous de dire, on a l'impression de repartir de zéro comme si on n'avait pas fait ce qu'on avait fait avant, quoi. C'est fondamental. Ouais. Et c'est un truc parce que est-ce que c'est du temps que vous sacralisez spécifiquement pour que vos BizDev aient le temps d'aller se former sur QBiz, ou est-ce que c'est quelque chose que vous leur recommandez de faire? Alors, ça me fait rire parce qu'on a eu le débat. Et moi, j'ai dit, moi, je veux maintenant imposer 30 minutes par semaine. Enfin, commencer par 30 minutes par semaine. Il y a des boîtes qui font 30 minutes par jour, hein. Moi, j'ai dit 30 minutes par semaine obligatoire sur le temps de travail, hein, je les oblige pas à machin, mais pendant 30 minutes par semaine. Levé de bouclier de mes managers qui ont dit non, on va pas les obliger à faire ça, y en a, ils vont pas apprécier et tout et tout. Donc, on a dit ok, c'est en open, vous y allez quand vous voulez, si vous voulez y aller dans votre temps de transport, vous y allez dans votre temps de transport, si vous avez envie d'y aller au moment de boulot, vous avez le droit, etc. Mais je pense que c'est important voilà. Et bientôt, on va mesurer qui a regardé quoi et comment ça a été consommé, et peut-être on évoluera. Moi, mon idée de départ, c'est de le rendre obligatoire, très clairement, parce que je pense que c'est un vrai truc hyper important. Et globalement, ça a été moyennement reçu. Et donc, pour l'instant, on est en mode c'est open, vous faites ce que vous voulez. Ok. Voilà. Mais parce que ça, c'est un truc qui est fondamental. Enfin, c'est par ça que c'est la première phase de l'intro du podcast. C'est une boîte, c'est la somme de ses compétences, la moyenne de ses talents, et a fortiori quand tu fais du service, parce que ce que tu vends, c'est justement cette densité de talent. Donc, pour moi, c'est pas du tout déconnant de l'imposer, mais plus que ça, en fait, c'est nécessaire d'en faire une telle composante culturelle que les gens ont à tel point cette soif d'apprendre qu'ils y vont d'eux-mêmes, quoi. Et d'un autre truc que j'ai capté, tu vas valider si mon intuition était la bonne, c'est le fait que au même titre que à l'époque, il y avait un petit mail récap qui partait dans lequel tu étais en copie et toi tu te retrouvais enseveli sous une avalanche de mails. Aujourd'hui, vous avez, j'imagine que vous avez fait perdurer cette pratique-là. Bien sûr. Et c'est un truc qu'on fait chez Skelesia. On appelle ça les end of the day, en fait, où tous les jours on a templaté le truc. Tous les jours, les advisory ops et les sales. Alors, les advisory ops, eux, c'est une fois par semaine. Mais les sales, par contre, ça va être quotidien. On envoie une petite fiche récap avec le nombre de rendez-vous qui ont eu lieu, le nombre d'appels le nombre de R1, de R2, le nombre de calls de closing, les no-go, les yes, le CA closé, et puis à chaque fois une petite autocritique et une petite gratitude. Donc voilà, aujourd'hui j'étais content de ça, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai appris, voilà ce sur quoi j'ai buté, la difficulté que j'ai eue et ce que je vais faire de mieux pour la prochaine fois. Et en fait, le gain de cette pratique-là est juste phénoménal, quoi. Et j'imagine que c'est quelque chose que vous faites de votre côté aussi. Ouais, et qu'on essaie de pratiquer avec le plus de qualité possible, parce qu'effectivement, c'est un exercice que l'on impose. Ouais. Alors nous, on se l'impose parce qu'on le fait pour notre client avant tout. C'est-à-dire que notre client, déjà, il nous achète une prestation de prospection, ok. À la fin de la journée, quand on a prospecté pour lui toute la journée, il faut qu'il sache ce qu'on a fait. Donc ça, il y a une partie très métrique, tu vois, c'est un dashboard qui sort du CRM automatiquement et qui dit tous les métriques du jour, comme je te disais, le quantitatif, résultat, etc. Et puis à côté de ça, le business developer, pardon, on attend de lui qu'il dise un peu de quoi a été faite sa journée. C'est-à-dire quelle difficulté il a eu, quel résultat il a obtenu, mais même des résultats, peut-être j'ai identifié le nom de la bonne personne qui est en charge du budget du projet et il était pas dispo cet après, mais je le rappelle demain. Ça vaut quelque chose, tu vois, t'as avancé, t'as fait une étape. Donc on attend de chaque business qui fasse ça avant tout pour son client, pour montrer le travail qui est fait, la progression qui est faite et tout. Et en fait, c'est très structurant. C'est d'ailleurs quand je te dis, on essaie de le faire avec le plus de qualité possible parce que c'est un sujet chez nous. C'est-à-dire assez inégal d'un business développeur à l'autre. Certains sont très capables des fois de faire cette synthèse, de voir un peu ce qui a été dans leur journée, bien, pas bien, etc. D'autres le travaillent tout au fur et à mesure de leur journée. Et d'autres ont moins ce penchant naturel pour synthétiser leur journée et de machin, ils ont fait leur métrique, ils ont pris leur rendez-vous, mais ils ressentent pas le besoin d'aller dire voilà ce que j'ai fait, ce qui a été positif, négatif, les difficultés que j'ai rencontrées. Et nous on le travaille, donc les managers suivent tous les jours les 5-6 tu vois mails fin de journée qu'ils reçoivent, qu'on a appelé mail fin de journée, hein, voilà. Et challenge un peu les bizdev sur le contenu de ce mail là, parce que c'est hyper structurant et ça fait beaucoup progresser.
Au-delà du fait que c'est hyper rassurant pour le client de voir le progrès de la prestation qu'on fait. Alors, toujours dans la droite lignée de la prospection, et j'aimerais qu'on parle un petit peu du go-to-market et de vos premiers mois, parce que de ce que j'ai compris, de ce que tu as dit, en tout cas, c'était vous avez opéré le truc de façon très artisanale, artisanale pas dans le sens péjoratif, justement dans le sens en totale maîtrise de ce que vous faisiez, mais tu le faisais toi-même et vous avez fonctionné comme ça dans un premier temps. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur vos 6 premiers mois? Alors, comme je disais tout à l'heure, nos 6 premiers mois, c'est un peu difficile à déterminer parce qu'il y a eu vraiment le début. En gros, au moment où vraiment j'ai tourné Recom en mode agence, agence prestataire, parce que les 2-3 premières années, c'était plutôt du conseil, de l'accompagnement, c'était plus de la direction commerciale à temps partagé qu'autre chose parce que c'était mon side project comme je l'ai dit. Donc au moment où je me suis dit non mais en fait les boîtes, les clients que j'ai, ils veulent pas que je les aide à faire, ils veulent que je fasse à leur place parce que la prospection c'est une douleur, ils aiment pas ça, ils savent pas, ou ils disent qu'ils savent pas, ou qu'ils aiment pas, peu importe, mais en tout cas, ils le font pas. Et donc là, on a passé comme ça. Donc là, vraiment, ça a été le tout début, c'est-à-dire prendre un premier business développeur et lui faire des premières campagnes. Donc le début a été une petite transition pour ça, de passer de plutôt côté conseil à opérationnel. Et après, à partir du moment où on a dit, OK, c'est ça l'activité et c'est là-dedans qu'on va aller, ça a été hyper simple. C'est-à-dire, moi, j'ai mis ma casquette de prospecteur et j'ai cherché des clients pour nous, et dès qu'on trouvait des clients, en fait, petit à petit, on prenait des business développeurs au fur et à mesure, ça s'est passé comme ça. Au début, pas de stratégie du tout. C'est-à-dire qu'en gros, c'était vraiment un peu de tout. Je faisais des approches par téléphone beaucoup, un peu du réseau, à me présenter, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ça a été vraiment pas structuré au départ, vraiment pas, Et d'ailleurs, ça a été un peu flat au début, parce que c'était il y a quelques années déjà, et il y avait pas une grosse tendance à l'externalisation, et il y avait des réticences sur dire non, moi, prospection, personne peut vendre à ma place, donc il fallait bien dire non mais moi je vends pas à ta place, je prospecte, je fais un truc que globalement tu fais pas, donc il vaut mieux que je le fasse moi plutôt que voilà. Donc un peu de travail d'évangélisation quand même au départ, et donc on a eu 2 années assez calmes où ça a démarré tout doux. Et après il y a eu plusieurs phénomènes, je pense. Il y a eu le phénomène global de l'externalisation qui progresse et qui dit en fait on s'embête pas, on laisse dans la boîte que les fonctions vraiment cœur, et après tout ce qui est support en fait tu peux externaliser. Donc il y a eu ce phénomène là. Il y a eu un phénomène sur le marché du travail où c'est un peu tendu et en fait tu peux pas recruter des SDR, donc puisque tu veux pas les recruter, tu vas les chercher chez un prestataire. Et puis il y a eu aussi après d'une manière générale un marché qui se portait bien et donc besoin d'avancer, de prospecter, etc. Et donc tout ça a commencé à apporter. Et on a commencé à sentir, nous, une accélération 2019. Fin 2019, ça a commencé vraiment à accélérer. Et là, on a eu de l'entrant. Donc on a commencé à travailler notre SEO en 2019, je crois, et tout de suite, on a commencé à avoir de l'entrant. Donc on a de l'entrant, un peu de prospection, un peu de bouche à oreille, et hop, ça a accéléré. Et après, on a eu un gros phénomène d'accélération très étonnant, on va dire, qui a été le Covid, premier confinement. La tendance était bonne avant le premier confinement. Honnêtement, on se plaignait pas, on avait plein de clients, c'était cool et l'accélération était bien. Le premier confinement, il a été un peu fou pour nous. C'est-à-dire que concrètement, la prestation s'est arrêtée. Tout le monde a voulu arrêter, on n'avait plus personne dans les boîtes, donc c'est pas le moment pour prospecter. Donc on s'est arrêté, chômage partiel, tout le monde à la maison, terminé. Et moi de chez moi, j'ai commencé à avoir des appels entrants de gens qui étaient chez eux aussi, et qui commençaient à se dire, OK, après le confinement, quand ça va s'ouvrir, il va falloir y aller. Et moi, je faisais 3, 4, 5, 6 visios par jour, depuis la chambre d'amis de la maison, avec des gens qui disaient, dès que c'est fini, on y va. Et on a recommencé après le confinement, donc tous nos clients qu'on avait mis en pause, parce qu'on avait arrêté évidemment la presta, ont repris, et on avait 40 clients de plus. Qu'on a acquis pendant le confinement. Et là, ça a été l'accélération forte, pour le coup, qui a duré jusqu'à la fin 2021, et avant qu'on ait une année 2022, un peu moins forte en accélération. Toujours en progression, mais un peu moins. Et ils l'ont trouvé comment, à l'époque, pendant le confinement, parce que tu m'as dit que c'était des appels entrants, principalement? Ouais, c'est des appels entrants, là, pour le coup, le SEO a marché à fond. Le SEO? Ouais, okay. Vraiment, ouais. Et puis, je pense qu'on avait un peu moins de concurrents que ce qu'on a aujourd'hui, donc on était hyper bien placés. Ok, ouais. C'est ce qu'on appelle dans le jargon, encore une fois je balance beaucoup de jargon, désolé. Je fais un petit face cam comme ça. Mais ce qu'on appelle le zeitgeist fit en fait, c'est-à-dire à quel point le zeitgeist en anglais, c'est à quel point t'es dans l'air du temps,
C'est l'ère du temps en fait. Donc le zeitgeist, c'est à quel point ta proposition de valeur, ton produit, ce que tu proposes, va être dans l'ère du temps et va être donc compris et attendu par ton marché en fait. Et c'est-à-dire que vous êtes positionné parfaitement au creux de la vague qui était naissante à l'époque, les 2 premières années, comme tu l'as dit, où en fait vous étiez en train de vous profiler, vous étiez en train de roder votre discours, ce qui a fait qu'au moment où la vague a commencé à se former, vous étiez aux premières loges pour la prendre et partir avec quoi. Et en fait, finalement, le confinement, ça a été un gros coup de frein structurel, mais par contre d'un point de vue accélération et go-to-market, en fait ça a été un sacré tremplin comme tu l'as dit, et en plus de ça les gens ont compris la nécessité de mettre en place ce flux discontinu de prospection et d'acquisition, parce que ils ont compris un petit peu leur douleur le jour où ils se sont retrouvés un petit peu pris au dépourvu quoi. Et donc en fait ça, cette notion de zeitgeist, elle est vraiment essentielle, parce que t'as bien vu que les 2 premières années c'était plus compliqué, puis à un moment donné le marché a compris, ça s'est mis à clic en fait, et là c'était parti. Et justement tes premiers clients, là t'es allé chercher jusqu'à quel stade en fait, quelle taille de portefeuille tu t'occupais de la partie commerciale? Alors juste pour finir, je vais te répondre, juste pour finir, pour compléter ce que tu disais. Moi, souvent je me rappelle de cette période-là où ça a été flat pendant longtemps, ok, parce que c'est super, on parle toujours d'histoire de croissance. Et moi, quand tu me demandes de raconter mon histoire, je te raconte comme elle démarre en 2019. Sauf qu'en fait, non, il y a eu 2 ans avant, j'ai dit presque 3, où en fait ça a été calme. Et c'était pas un problème, hein. Moi, j'avais monté ma boîte, j'étais content d'avoir monté ma boîte, on avait des clients, c'était cool et tout, ça allait doucement, mais ça allait. Donc, j'aime bien aussi me rappeler ce truc-là pour dire, il n'y a pas que une façon de réussir, entre guillemets, et d'avoir de la croissance à 100% tout le temps et de démarrer la boîte et de trouver tout de suite son marché. C'est pas vrai, il y a plein de façons de faire, et avoir des périodes flat, en soi, c'est pas gênant. Enfin, je me le dis un peu maintenant, bon, c'est pas grave si tu fais pas 100% de croissance tout le temps, parce que c'est hyper important de se dire ça, et qu'il n'y a pas qu'une seule façon de mener son entreprise et d'y trouver de la satisfaction. Voilà. Très clairement, jusqu'à un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, j'étais le seul commercial de la boîte. Voilà. Okay. Donc c'est quelque chose qui me prenait beaucoup de temps quand même. Nous, notre panier moyen, tu vois, il y a 2 000 euros par mois fois 5 mois et demi de durée de moyenne de campagne, il est à peu près à 10 000 euros. Donc jusqu'à 100 clients dans l'année, c'était moi qui m'en occupais tout seul. Voilà. Okay. Et au-delà, pour passer de 1 à 2, là vraiment, il a fallu qu'il y ait du monde avec moi. Donc, une première visée, puis un deuxième, un responsable commercial vraiment pour nous. Et alors, c'est quoi le playbook Raycom de la prospection? Tu parlais de la méthodologie tout à l'heure. Là, nous, on est toujours très embêtés parce qu'on a nos clients et puis notre prospection pour nos clients et puis la prospection pour les clients de nos clients, pour trouver des clients de nos clients. Là, tu parles du playbook de Raycom. Toi, alors, je vais reformuler pour que ce soit le plus clair mais possible. Mais là, demain, tu repars de zéro. Et tu dois forcément refaire tout ce que tu as fait à ce jour. Comment tu procèdes d'un point de vue prospection, etc. C'est quoi le playbook, la méthode que tu déploies pour y aller? Pour trouver nos propres clients. Ouais. Alors, bon, moi, c'est pas un secret, t'as compris, je suis un fan de prospection outbound pure et dure. Choisis tes cibles et vas-y, va les trouver, quoi. Voilà. Donc, le plus important, c'est choisis tes cibles. Avec qui t'as envie de bosser, ok? Donc, moi, je sais aujourd'hui qui sont nos clients, entre guillemets, préférés. Okay. Ceux avec qui ça se passe le mieux, ceux avec qui on est les plus performants, ceux avec qui on est les plus en confiance, ceux, les campagnes les plus pérennes et les collaborations les plus pérennes, etc. Donc, ça, moi maintenant je le sais, donc c'est cool, donc je sais quelles sont mes cibles, ok, mais si au départ tu le sais pas, il faut faire des choix, et ces choix là ils sont hyper importants. Donc moi je pense que les premiers clients faut aller les chercher, ok, et que c'est un très bon exercice, surtout pour un entrepreneur honnêtement au départ. Moi quand j'en vois, parce que j'en ai un qui démarre leur boîte et qui la première chose ils viennent nous chercher comme pour prospecter à leur place, honnêtement je leur dis ne le faites pas. Faites vos premières ventes tout seul, vos premières prospections, et après externalisez le truc. Si toi tu veux pas aller vendre ta boîte au début, honnêtement il y a un souci. C'est pas clair, t'y vas pas, t'es pas franc du collier, c'est pas possible, il y a pas meilleur vendeur de ta boîte que toi. Donc, le début, il faut y aller. Moi, vraiment, c'est une conviction. Je pense qu'il faut aller chercher ses premiers clients. En revanche, il faut essayer de le faire le plus efficacement possible. Et le plus efficacement possible, c'est vraiment faire des choix. En disant, OK, puisque je vais mettre de l'énergie, du temps et porter des efforts de prospection, OK, auprès de qui je vais porter ces efforts de prospection? Et là, tu dois choisir des cibles que j'ai avec des gens avec qui j'ai envie de discuter, avec qui je pense que ça va matcher, OK, qui ont la problématique
à laquelle mon produit ou ma solution répond. Et ce truc-là, qui est bête comme tout, on le fait faire à tous nos clients au début de tous nos démarrages de campagne. Nous disons, OK, pose-toi, me dis pas, moi, toutes les boîtes de plus de 50 salariés peuvent être mes clients. Non, ça m'intéresse pas, c'est ton marché, c'est très bien, tant mieux pour toi. Mais dis-moi, auprès de qui tu veux prospecter? Et donc, je pense que la première question à se poser, c'est vraiment celle-là. C'est-à-dire, je choisis mes cibles. Et dans le choix de mes cibles, il y a deux choses qui doivent me guider. La première, c'est est-ce qu'ils ont bien la problématique à laquelle je réponds? Et il faut se poser cette question de façon très poussée, ok? Tous les efforts de prospection que je ferai auprès de gens qui finalement, je m'aperçois qu'ils n'ont pas la problématique que j'imaginais qu'ils avaient, ça c'est beaucoup d'énergie pour rien. Donc il faut vraiment essayer d'avoir les critères de ciblage qui donnent le plus de chances possible, la probabilité la plus haute qu'ils aient la problématique à laquelle je réponds. Et quand j'ai ça, ensuite, si je dois encore faire des choix parce que j'ai réduit et que je veux réduire encore après, je vais réduire avec mes préférés. Et vraiment, faut se poser la question comme ça. J'en suis convaincu. Mes préférés, avec qui j'ai envie de parler, avec qui je suis à l'aise, avec qui je pense que ça va matcher, avec qui je pense qu'il y aura de la confiance, etc. Et il y en a très bien qui peuvent dire, moi, je préfère les TPE aux ETI parce que je sais pas, c'est plus ma culture, c'est plus mon monde et tout. Bah, très bien, vas-y, ça va matcher. Donc en fait, c'est qui sont tes clients préférés ou avec qui tu veux bosser et est-ce qu'ils ont bien la problématique à laquelle tu réponds. Voilà. Et dans la problématique à laquelle tu réponds, faut pas hésiter d'être très précis parce que de cet exercice-là, cible et problématique, et la valeur ajoutée qu'apporte ton produit ou ta solution, va découler tout le pitch, quoi, tout l'angle d'attaque, tout l'écrit qu'on va faire en disant, je vais parler très précisément d'une problématique à un prospect pour dire, voilà, si tu as cette problématique-là, alors j'ai une solution. Et globalement, toutes les méthodos et tous les outils en prospection sont très utiles, mais si tu as loupé ça au début et que tu n'adresses pas la bonne problématique à la bonne cible, il se passe rien et il y a pas d'efficacité. Donc en gros pour faire clair à ta question, c'est-à-dire si tu dois redémarrer, deux questions: qui a la problématique à laquelle je réponds, qui sont mes clients préférés, et là pour le coup après hop on y va et après très méthodiquement faire de la prise de contact et pitcher. Ah ça c'est fondamental justement de nourrir sa stratégie avec les clients passés. C'est-à-dire que vraiment mettre en place, tu sais on a une vision très binaire du product market fit, le moment où ton produit rencontre son marché. On a cette vision très binaire où vraiment c'est une rencontre qui se passe une fois et ensuite bim, ça fait des chocs à pic et les murs tremblent. Alors que dans les faits c'est quelque chose de beaucoup plus itératif qui se fait sur la durée. Et justement à force de bosser avec des clients, et ben tu comprends de plus en plus déjà ceux avec qui la valeur fondamentale que tu apportes, à qui tu en apportes le plus, celle qui la typologie de tes clients, la démographie de tes clients qui comprend le plus et qui profite le plus de cette valeur-là que tu apportes, et avec qui ça match le plus humainement possible. Et donc ça c'est fondamental, et je pense que c'est un vrai atout en fait de savoir de savoir temporiser le temps d'avoir bossé avec un minimum de clients pour que de façon statistiquement viable, tu puisses avoir ce retour d'expérience pour te dire, bon, bah voilà, avec qui je dois accélérer. Mais au tout début, quand vraiment t'es en dessous de la barre des 5 clients que t'as trouvé un petit peu avec ton réseau à droite et à gauche, etc. T'as pas de retour concret, data chiffrée sur cette typologie-là, sur cette démographie-là. Comment est-ce que tu fais pour déterminer justement ces deux questions, c'est-à-dire avec qui je vais avoir le plus gros fit et en même temps avec qui nécessairement a cette problématique-là que je peux résoudre? Alors le qui à la problématique, c'est vraiment de la logique de se dire vraiment si mon produit est dans la cybersécurité, qui subit de l'analyse, machin. Là c'est de l'analyse de marché, il faut y passer juste le temps nécessaire avec une bonne logique pour dire qui a ma problématique et essayer de l'exprimer avec le plus de critères précis possible. C'est vraiment hyper important. Et qui vont être très contextuels. Oui, exactement. On va vraiment, voilà. Et puis, il faut pas avoir peur de lire un peu de choses, d'essayer de regarder un peu ce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent, comment ils l'expriment, de quoi on parle, quelques études, des choses comme ça, vraiment pour avoir des convictions sur le couple cible problématique. Vraiment. Ça, c'est vraiment hyper important. Et puis souvent, il y a des choses que l'on sait, en fait, c'est pas révolutionnaire. On sait déjà que c'est ces gens-là qui ont telle problématique, etc. Et après, sur le côté préféré, c'est un peu du feeling, ou alors basé sur des expériences, même pas nombreuses, mais des expériences très claires. J'ai un client, il avait cette situation-là, cette problématique-là, je lui ai solutionné, il m'a dit merci. Bah ça y est, tu l'as ton cas en fait. Tu sais que celui-là, dans ce cas-là précis, ça marche quoi. Voilà. Et nous, on en découvre encore. Je donne un exemple. Alors, je prends un exemple hyper précis.
On a un client, on va dire grosse PME dans l'IT. Ok. Notre point d'entrée dans cette boîte, c'était la directrice marketing. Ok, plutôt fraîchement nommée création de poste marketing, dont l'équipe est censée alimenter le service commercial en lead qualifié, ok, et on est dans l'archétype en disant au codir, il y a la directrice marketing fraîchement arrivée qui se fait bâcher par le directeur commercial qui est là depuis 20 ans et qui dit ouais tes leads ils sont chiants, mes commerciaux ils ont pas envie de les traiter, ils sont pas assez qualifiés, c'est pas intéressant, etc. Et donc il y a un souci. Nous ce qu'on est venu faire avec cette personne là, c'est qu'on a pris certains de ces leads qui étaient générés par une bande, ok, et on a travaillé dessus pour faire le tri et en faire des leads très qualifiés, des vrais R1 qualifiés. Ok, voilà. Et ben, ça se passe bien au codir entre la directrice marketing et le directeur commercial parce qu'ils bâchent plus, parce que ces commerciaux disent maintenant on a des vrais rendez-vous et on les close et c'est super. Ok, je dis pas qu'on est des magiciens, on a juste fait un bout qui n'était pas fait chez eux et donc ils ont externalisé ce bout-là. Et ben de ça, tu vois, c'est une situation très particulière. Et je pense même que le fait qu'elle soit une femme, qu'elle soit fraîchement arrivée par rapport au bon vieux directeur commercial dans l'IT qui est un pilier de la boîte, tu vois, et tout ce qui allait avec, voilà. Ben pour moi ça c'est un cas. Et j'en ai fait une mini campagne de prospection pour nous sur uniquement en critères de ciblage, c'était des femmes directrices marketing communication dans l'IT qui venaient de prendre un poste depuis moins de 2 ans, voilà. Et j'ai fait une approche en disant si votre directeur commercial difficilement concret. En fait, je l'ai vraiment fait comme ça. Voilà. Et ça ouvre des opportunités. Ok, ça a évidemment ouvert des opportunités parce que bon là j'ai fait vraiment le truc ultra précis, mais en réalité cette situation là elle est assez courante. Ok, mais on l'a pris dans un cas particulier. Voilà, c'est une façon de faire des choix. Mais des comme ça, j'en ai trouvé 200 en fait assez rapidement avec Sales Navigator sur LinkedIn. T'en trouves vite 200. Et 200, c'est déjà beaucoup de boulot. Et 200, si t'as 10% avec qui tu fais des visios, ça fait déjà 20. Et si t'en closes un sur 4, t'as 5 nouveaux clients. Mais ça, tu sais que ça, alors j'ai sans arrêt le mot constante en tête. Faut que j'arrête d'utiliser ce mot-là, mais c'est une. Vas-y, utilise-le. Constance. C'est une constante. Non, c'est la pierre angulaire. J'aime bien ce mot-là aussi, pierre angulaire, de n'importe quelle bonne démarche marketing et de copywriting en fait, que ce soit pour du marketing ou que ce soit pour du commercial, c'est-à-dire ne pas parler de ce que tu vends mais parler du problème que tu vas résoudre et de partir de ça en fait. Le problème c'est que quand on va sur une landing sur 99% des landing pages ou des sites web, on va tomber en header sur voilà ce qu'on vend. Et ça, c'est énorme, c'est un énorme coup d'épée dans l'eau, parce que, en fait, l'interlocuteur s'en fout de ce que tu vends, quoi. Lui, ce qu'il veut, c'est que c'est directement, en fait, évaluer le degré de valeur que tu pourrais lui apporter, et si, déjà, à l'instant T, ce que tu lui fais profiler, ce que tu lui fais miroiter, mérite qu'il alloue de son temps à un inconnu qu'il ne connaît pas, avec qui il a absolument aucun gage de confiance en fait à l'instant T. Et donc là, il faut partir justement de cette problématique-là et montrer entre guillemets patte blanche en disant voilà, j'ai fait mes devoirs un petit peu. Non seulement j'ai compris un certain nombre de choses, mais surtout il y a clairement matière à moyen à ce que je t'envoie de la valeur incessamment sous peu en résolvant un problème. Il faut partir de ce problème-là, quoi. Et donc là, là, en fait, ça fait toute la différence. Et j'imagine que derrière, et ça fait le point avec ma question suivante, ça se retrouve carrément, cette approche-là en problématique, ça se retrouve carrément dans la façon dont vous avez structuré vos scripts de prospection aussi, quoi. Exactement. Et comment tu sais quel est le problème de ce truc-là? Non. C'est que, psychologiquement, c'est un phénomène, c'est un biais, je sais pas. Psychologiquement, faire ce choix-là, de dire, OK, moi, je vais m'adresser à ces gens-là parce que je pense qu'ils ont cette problématique-là, tu acceptes d'abandonner d'autres choses, d'autres clients potentiels. OK, quand tu fais ça, quand tu pars de la problématique et que tu fais pas voilà ce que je vends, mais plutôt si vous avez ce problème-là, sachez que je peux le résoudre volontairement, d'accord, de façon proactive, tu fais un choix et tu prends qu'un petit bout de ton marché pour t'adresser comme ça. Et ben ça, il y en a plein qui arrivent pas à passer ce cap-là, à dire je vais faire un choix et m'adresser à 4% de mon marché. Parce que ils ont l'impression d'abandonner les 96 autres. Alors que c'est pas du tout le cas. Tu prends ces 4%, tu les traites avec beaucoup de qualité et beaucoup d'efficacité. Puis après, tu prendras les 5% d'après, tu les traiteras avec beaucoup d'efficacité. Et nous, ça,
pour revenir à ta question, c'est quelque chose que l'on fait systématiquement au début d'une collaboration avec un client. On lui dit quels sont vos critères de ciblage, quelles problématiques vous résolvez et quelle valeur ajoutée. Ok, très bien. Et en fait, après, on les embête jusqu'à ce qu'ils fassent ses choix. Et on évangélise beaucoup et on éduque beaucoup nos clients. C'est un truc que je saoule tout le monde en interne. Non, il faut éduquer nos clients parce que il y en a quand même une grande partie de nos clients qui n'ont pas une énorme démarche, une énorme maturité sur ce raisonnement-là et qui veulent pas faire ses choix. Voilà. Qui veulent, par exemple, tu vois, un exemple tout concret, ils veulent qu'on démarre la campagne avec un fichier exhaustif. Je veux tous les noms des DSI de boîtes de plus de 50 salariés de la région Rhône-Alpes. Quel est l'intérêt d'avoir un fichier exhaustif? En fait, on s'en fout. Je veux trouver 200 personnes parce que sur ces 200 personnes-là, c'est le doudou en fait. Il y en a 100 qui ont la problématique. Et je veux parler à ceux-là, moi. Voilà. Donc en fait, faire ses choix et donc renoncer au reste, hein. D'accord, hein. Choisir, c'est renoncer. Renoncer aux autres. C'est l'expression préférée de ma mère. Spécial dédicace à ta mère. Donc ça, voilà, ça c'est hyper difficile pour plein de gens. Et donc nous on les pousse à faire ça. Et donc pour avoir un script efficace, pour avoir une approche que ce soit à l'écrit, mail, LinkedIn, ou à l'oral, le pitch téléphonique, il faut avoir une problématique très précise et un angle d'attaque pour cette problématique. Alors, si vous avez ça, alors moi, je peux le résoudre. Donc, quand tu fais ça, tu acceptes effectivement qu'il n'ait pas cette problématique à ce moment-là, ok, qu'il en ait peut-être une autre à côté de laquelle tu passes. Mais c'est pas grave. S'il a une autre problématique, de toute façon, ce sera très difficile de le savoir à ce moment-là, ok? C'est pas grave, tu referas une autre séquence avec une autre problématique, avec un autre pitch dans 3 mois, et peut-être que tu l'attraperas comme ça, et ce sera le bon moment pour lui. Parce qu'après, la prospection, c'est bête et méchant, hein, ça consiste quand même à mettre sous le nez d'un prospect une solution à un moment donné, en espérant que ce soit le bon moment pour lui, sa bonne problématique. Et puis si c'est pas le cas, c'est pas grave, tu recommenceras après, ou tu fais une autre. Mais la prospection qui consisterait à dire, je contacte quelqu'un qui me connaît pas, à un moment où il s'y attend pas, et j'espère qu'il va me raconter sa vie pour me dire quelles sont ses problématiques pour que je puisse adapter une réponse, ça ne marche pas. Et ça, on se casse la tête à le dire à nos clients, ça ne marche pas. Il faut pas croire que les gens attendent à côté de leur téléphone pour qu'on les appelle et qu'ils disent oui, alors moi en ce moment mon sujet c'est ça et tout. C'est pas vrai. La petite anamnèse, alors racontez-moi tout. C'est pas possible, ça arrive une fois sur un million. Donc c'est pas possible. Donc on fait son choix au départ, et oui, bien sûr on renonce à une partie du marché, ponctuellement, uniquement dans le cadre de la prospection, etc. On renonce pas à ces clients-là. Mais on fait des choix et il faut que les choix soient les plus précis possibles. Donc ça, chez nous, très concrètement, c'est on pose plein de questions à notre client jusqu'à ce qu'il en ait un peu marre. Mais on le pousse à faire ses choix parce que de toute façon, on sait que s'il les fait pas au début, on en reparlera dans 2 mois. On sera un peu moins content, on sera un peu moins copain parce qu'il aura passé 2 mois à prospecter et ça aura pas donné des bonnes choses. Et on lui prouvera, chiffres à l'appui, métriques à l'appui, que l'approche qu'on a décidé de faire ensemble ne donne pas les résultats qu'il espérait et donc il faut faire autrement. Et la sous-jacente à ça, c'est que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas en fait éprouvé cette nécessité-là, qui ont une réflexion en verticale en fait, en silo. Le silo prospection, ça va me débloquer le marché, voilà. C'est quelque chose encore une fois de monolithique. Le raisonnement en monolithe en entrepreneur, c'est un gros problème. Prospection égale client, alors que non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et la prospection, comme pour tout en fait, comme pour toute démarche go-to-market, qu'elle soit toute démarche de distribution, qu'elle soit marketing ou quoi, elle doit toujours se faire de façon itérative et le plus siloté, segmenté possible. C'est fondamental, quoi. Ouais. Et donc savoir justement cette réflexion justement itérative dans le sens temporel du terme aussi. On fonctionne de façon séquentielle où on va attaquer tel segment de marché. C'est pas pour autant, comme tu l'as très bien dit, qu'on va renoncer aux autres. C'est juste là, on temporise. Et pourquoi? Parce que on contacte des gens, on leur prend de leur temps, on leur prend de leur énergie, de leurs ressources pour parce que le temps c'est de l'argent, pour discuter avec eux. Il faut qu'on soit les plus concrets possible en fait, parce que sinon tout le monde perd de son temps et ça sert absolument à rien. Et sans oublier le fait que la prospection est quand même un des canaux les plus abordables et donc les plus entre guillemets concurrentiels, et donc ça nécessite un haut niveau de maîtrise pour bien faire, quoi. Et le script d'ailleurs, comment vous le rédigez d'une certaine manière? Oui, ça fait partie de notre prestat de rédiger le script et de le proposer à notre client. Donc c'est dans le cadre vraiment d'une collaboration. C'est-à-dire notre client va nous pitcher sa boîte, son marché, etc. sur la base de ce qu'il nous dit, donc de sa bonne connaissance du marché en général. Nous, on propose un script, on lui propose, on fait quelques allers-retours jusqu'à ce qu'il le valide. Nous, on a un process où, comme on va prospecter au nom de notre client, donc comme on a marque blanche, on n'apparaît nulle part dans les démarches de prospection, donc il valide tout. C'est-à-dire qu'on produit un fichier qualifié, on lui fait valider.
on prépare des scripts, on lui fait valider et on rédige tous les messages écrits à l'avance, tous les mails, les messages LinkedIn qu'on va envoyer et on lui fait valider. Et notre client, quand il dit go, il a tout validé avant et on va faire que des choses qu'il avait prévalidées. C'est quoi un petit peu la secret sauce d'un bon script chez ICOM? C'est la précision de la problématique. Okay. C'est vraiment ça. Je suis désolé de me répéter, mais en fait, il y a que ça. Il y a que ça qui compte. Tout le reste, après, le copywriting, les frameworks qu'on va utiliser, la bonne coordination entre le message mail et le message LinkedIn, tout ça, c'est très bien. Mais tout ça, c'est, comment dire, voilà, c'est maîtrisé. Puis tout le monde sait le faire maintenant. Tu vois, il y a tellement de contenu qui a été produit là-dessus. Globalement, ça, c'est pas différenciant. La vraie différenciation, c'est de faire le bon choix au départ. Le bon choix, c'est la segmentation. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la segmentation et la problématique sur laquelle on appuie. Et le plus c'est précis, mieux c'est. Plus c'est précis, mieux c'est. Plus c'est précis, mieux c'est. Je l'ai assez dit ou pas? On mettra en boucle, on fera une loupe en montagne. Mais ça c'est un truc. Alors je ne comprends pas les entrepreneurs, les commerciaux qui n'ont pas Sales Navigator. Je ne comprends pas. Ça coûte 70 balles par mois en abonnement mensuel. Ça change la vie. Ça change la vie. C'est juste un indispensable selon moi. Et au-delà de ça, ceux qui l'ont, je suis estomaqué par le nombre de personnes qui ne savent pas l'utiliser correctement, alors que c'est une machine de guerre, quoi. C'est une machine de guerre. Et est-ce que c'est un outil que vous utilisez au quotidien ou pas? Oui, tout à fait. En fait, c'est la base de la constitution de la grande majorité de nos fichiers. Alors nous, on n'est pas marié avec un seul outil, on est utilisateur de plein d'outils différents. Et en fonction des critères de ciblage des clients, on va adapter. Alors, il y a des trucs très classiques. Effectivement, Sales Navigator est un peu la base de pas mal de constitution de fichiers chez nous. Mais des choses aussi qui sortent de l'ordinaire, on va aller acheter des trucs très, très, très spécifiques auprès de vendeurs de data très pointus. Et souvent, on fait un mix de tout ça. On va acheter en partie, constituer, scraper et enrichir avec des outils plus ou moins automatiques. Donc, on a un mix d'outils qu'on va adapter, utiliser en fonction des cas. Voilà. Sales Navigator reste quand même la base. Alors nous c'est génial, on a un compte Sales Navigator, je vais tout doucement. On a un compte Sales Navigator avec lequel on fait tous les fichiers de tous nos clients. Parce qu'en fait on s'en sert pour faire de l'extraction de critères de ciblage hyper précis, puis on extrait les profils et ensuite drop contact, etc. pour aller enrichir les mails et pouvoir avoir un fichier qualifié. Fichier qualifié de départ, on démarre pas sans mail, téléphone, LinkedIn. Sinon il en manque un bout. Alors justement, on parle d'outils là. Aujourd'hui, effectivement, il y a voilà, ça serait redondant que de faire la liste de tous les outils. Voilà, il y a ces navigateurs indispensables, Société Info qui est excellent, Faro aussi qui a fait de gros projets, de gros progrès. Il y a les copains de Find Customer aussi, je sais pas si tu les utilises, mais qui font l'enregistrement en cascade. On les a regardés en veille, mais on l'utilise pas encore. C'est très pratique. C'est très pratique. En vrai, ça fait l'enregistrement en cascade entre ces navigateurs, ça te clean. Je crois que ça se plug à EvaBoot aussi qui nettoie tes recherches. Et ensuite, ça fait l'enregistrement en cascade entre Drop Contact, Hunter, etc. Donc il y a Hunter aussi d'ailleurs pour l'enrichissement. Mais donc on va pas faire la liste exhaustive de tous les outils. Mais si tu avais une stack, une liste d'outils, selon toi indispensables, je suis entrepreneur. J'ai écouté un peu les jeunes branches, j'ai écouté cet épisode-là, j'ai été voir, je sais faire un petit peu de prospection, j'ai pas peur d'y aller. Mais par contre, il me faut une liste d'outils, je suis complètement dans le flou par rapport à ça. Ce serait quoi vraiment la liste d'outils indispensables que je dois absolument utiliser? Alors, les basiques, effectivement, tout ce que tu as cité, on les utilise tous plus ou moins, je te dis, en fonction des cas. Les basiques, je dirais qu'il faut Sales Nav, Drop Contact, Faro, Hunter. Ça, c'est pour constituer. Après, il faut un Lemlist ou la grosse machine pour adresser. Et après, un CRM éventuellement, mais ça, il y en a tellement et on fait bien comme on veut et c'est vraiment au feeling et il faut trouver un truc qui corresponde bien. Mais voilà. Mais disons qu'il faut au moins ces outils-là pour constituer et adresser les séquences écrites. Voilà. Et après, selon ce que tu veux faire, après tu l'organises à ta façon dans ton CRM à toi, qui peut être basique. Il y a des CRM sur Notion que les gens se sont construits qui sont hyper bien, parce qu'il faut vraiment que ça corresponde à sa pratique. Nous, par exemple, on utilise un CRM qui est pas très connu, mais qui correspond exactement à notre pratique. Et notre pratique, c'est quoi? C'est de faire uniquement de la pure chasse
jusqu'au R1. On n'a pas forcément besoin de suivre exactement après ce qui se passe et jusqu'à la facturation, des trucs comme ça, où il y a des CRM très complets. Et en mode agence, c'est-à-dire qu'on le fait en permanence pour plein de clients différents. Donc, chez nous, un business developer, il a plusieurs adresses mail, on sait plusieurs clients, et il faut qu'il ait tout ça. Donc, on a choisi un CRM qui est en fait plugué dans Gmail, dans notre client mail. Et donc, on a tous les adresses mail et les différentes pipes au même endroit. C'est Strict? Non, c'est son concurrent. On est longtemps chez Strict. Ah, tu connais Strict? Il y en a pas beaucoup, ça me fait toujours plaisir. Non, je suis le dernier utilisateur Strict de chez Recom. Tout le monde a basculé sur un équivalent qui s'appelle NetHunt. Okay. Avec qui on discute beaucoup et qui a développé des fonctionnalités exprès pour nous et pour notre fonctionnement d'agence, qui est juste génial pour nous. Voilà. Okay. Mais je le préconiserai pas forcément pour quelqu'un qui veut démarrer tout seul. Il y a des choses après comme on veut. Il est génial pour un espèce de tout en un pour centraliser les choses, parce qu'il vient dans Gmail et que moi je trouve que c'est un outil d'un confort incroyable. Voilà. Mais donc pour la stack, vraiment, il faut il y a 3-4 indispensables sur la constitution. Okay. Et pour bien organiser la prise de contact pour des scénarios, il n'y a pas besoin de faire des choses hyper complexes. Encore une fois, faut que ce soit simple et efficace. Mais l'emlist, la machine, des choses comme ça. Voilà. Sachant que nous, il y a tellement d'outils qui apparaissent et disparaissent en permanence sur le marché de ça, qu'on fait de la veille, mais ça nous prend un temps de malade. C'est-à-dire que nous, on fait de la veille pour toujours se demander s'il n'y a pas un nouvel outil qui sort et qu'il y a vraiment une fonctionnalité qu'on n'avait pas. Okay, et on change nos outils, je sais pas, on change par an dans notre sac, on intègre 1 ou 2 nouveaux outils par an systématiquement, soit qui vient en plus, soit qui vient remplacer. Allez, 2 ou 3, je dirais. Mais c'est un gros boulot en fait pour en choisir 2 qui correspondent bien à nos fonctionnalités, etc. Donc en fait, on se fait pitcher des outils tout le temps. Il y a quelqu'un qui passe beaucoup de temps à faire ça. Donc en fait, on se fait pitcher des outils tout le temps pour voir ce qui évolue, et puis les outils eux-mêmes évoluent. Donc voilà. Mais c'est du boulot hein, de faire ce travail de veille là. Vraiment, ça prend du temps. Hein. Mais c'est fondamental. Ouais. C'est fondamental parce que en fait c'est compliqué de trouver le juste équilibre entre la nécessité de se tenir à jour, forcément, en plus quand c'est ton métier, et le syndrome de l'objet brillant, qui va faire que tu vas être un peu à droite à gauche sans être en train d'essayer de réinventer la roue, alors que finalement, les outils actuels que tu utilises remplissent déjà très très bien leur mission et font très très bien le taf. Mais t'as quand même cette nécessité-là de te tenir à jour un minimum. Et pour moi, c'est une démarche qui est essentielle dans votre cas. Et nous, on fait ça à 2, tu vois. Moi, je suis celui qui succombe à l'objet brillant. C'est-à-dire, moi, je passe mon temps sur LinkedIn et de c'est génial ce truc là. Je l'envoie à Ludo chez nous, qui est le responsable de l'équipe Ghost. Et lui, il dira non, mais ça, non, parce qu'on a déjà ça, voilà, et qu'il y a une analyse plus froide, tu vois, et qu'il part en disant, parce que lui, il sait qu'à chaque fois qu'on change d'outil, ça change quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire, il faut mettre à jour le process, mettre à jour le truc. Et lui, il est plus raisonnable que moi. Moi, si je m'écoutais, je changerais tous les 3 mois. C'est un bon binôme qui, selon moi, est fondamental dans une boîte, c'est-à-dire celui qui s'enflamme, qui est à fond. Alors, on est 2. je suis monsieur message sur Slack ou sur WhatsApp sauvage à Christian pour lui partager le dernier outil, la dernière pratique que j'ai trouvée, etc. Donc le syndrome de l'objet brillant, perso, je suis à fond dedans. Et après, il faut quelqu'un qui fait effectivement contrebalance, rajoute un petit peu plus de cartésianisme et de froideur. Et donc Christian remplit très bien ce rôle en tant que cofondateur. Et donc toi, tu joues plus ce rôle-là de l'éclaireur, quoi, on va dire. Ouais. Mais c'est un binôme qui, à cette échelle-là, un petit peu triviale et importante, mais qui est ultra importante aussi, à une échelle plus globale de la boîte, quoi. C'est fondamental d'avoir ce binôme, selon moi, très, entre guillemets, CEO, très visionnaire, très énergétique, j'y vais, j'éclaire, je débroussaille le terrain, je capte les opportunités, je les identifie, et quelqu'un qui va les trier, les rationaliser et les opérationnaliser quand elles sont identifiées, quoi, quand elles sont sélectionnées. Et le tout pour tenir notre promesse. Notre promesse, c'est quand même de pas être trop mauvais sur ce qu'on fait. Donc en fait, et puis pour tout entrepreneur qui veut lancer de façon efficace son business, il faut quand même qu'il se dise que les outils qu'il emploie sont les bons. Et pour tenir cette promesse-là, c'est du boulot. Moi, je me souviens d'un truc marquant quand on a démarré de faire des automatisations sur LinkedIn. On a démarré avec un outil français qui s'appelait YouCatchIt, développé par un savant fou dans son salon. On était des magiciens. C'est-à-dire quand j'expliquais à mes clients qu'on pouvait automatiser des interactions sur LinkedIn, qui s'occupaient de rien et qu'on allait faire 50 interactions par jour, etc. On était des magiciens. L'année d'après, on utilisait LinkedIn Helper et on était des précurseurs. L'année d'après, on utilisait Wallaxy et maintenant mes clients me disent, vous utilisez Wallaxy?
Bon, parce que moi aussi j'utilise déjà. Voilà. Et ça va hyper vite. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour, tu vois, et le coup d'après, c'est quoi? Voilà. Donc on réfléchit beaucoup, donc on fait développer des nouveaux trucs pour toujours avoir ce coup d'avance. Ça va à une vitesse, soutenue. Ouais. Coucou aux copains de Wallaxy, toi non et Guillaume. On pense à vous les gars, mais j'attendais le moment où Wallaxy allait tomber d'ailleurs. Mais en fait le truc c'est que c'est l'opportunité de votre côté, et pour moi c'est une grosse opportunité de marché que vous avez. C'est le fait que des outils comme Wallaxy, comme Lemlist ont très fortement évangélisé ces pratiques-là, les ont démocratisées en fait. Donc on fait ce travail-là de débroussaillage que vous avez fait de façon concomitante en fait, pour amener les pratiques, amener ensuite l'outillage, le rendre techniquement possible. Mais le truc c'est qu'il y a un énorme delta entre justement le champ des possibles qui est intellectualisé par les gens, c'est-à-dire que la connaissance qu'ils ont de ce qui est possible de faire techniquement, et par contre leur niveau de maîtrise qui la plupart du temps est scandaleux quoi. Et donc vous en fait votre opportunité elle est là, c'est que vous retrouvez avec de plus en plus de clients qui ont testé techniquement parlant, et ce veut qu'ils soient pas trop fâchés avec la pratique, qu'ils aient bien compris que le problème vient d'eux et pas des outils, et vous avez une opportunité énorme d'amener cette brique-là de compétences, et là vous pouvez très facilement vous positionner en premium quoi, et vendre un service beaucoup plus cher que ce qu'on voit, ce qu'on voyait encore il y a quelques années, c'est-à-dire des services des agences très productisées en fait, où tout simplement c'était j'envoie des campagnes à l'arrache, et c'est un truc qu'on voyait d'ailleurs à une époque qui se fait quasiment plus d'ailleurs, les SaaS, les outils de prospection en eux-mêmes qui vendaient des campagnes pilotées qui étaient affreuses. Mais c'est juste que à l'époque le niveau de maîtrise était tellement faible, enfin le niveau de compréhension était tellement faible que ça suffisait quoi. Là aujourd'hui, non, ça suffit plus. Pourquoi ? Parce que il y a de plus en plus de messages de prospection qui partent, normal, parce que les outils sont démocratisés, de plus en plus de gens qui le font, et donc il y a cette nécessité-là en fait de rajouter ce niveau-là de compréhension et de maîtrise supplémentaire. Et donc c'est là que vous arrivez à vous positionner quoi. Et on a des clients qui utilisent Wallaxy et qui partent avec nous quand même, parce qu'ils savent très bien qu'ils viennent chercher autre chose. C'est pas l'outil en fait qui va faire l'énorme différence, c'est qu'ils l'utilisaient pas bien ou pas assez ou voilà. Mais c'est là qu'on voit l'importance de savoir se réinventer en tant que boîte, parce que pendant une période, votre différenciation à vous et votre proposition de valeur à vous, c'était au-delà de la partie stratégique, c'était votre accès à des outils confidentiels, à des techniques confidentielles, et ce qui aujourd'hui n'est plus du tout le cas en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non, ça c'est une commodité. Par contre, nous notre différenciation c'est ça, et donc d'où la nécessité de se réinventer, mais quelle que soit la boîte. Et dans votre cas, on le voit de façon très concrète ici quoi. Et j'aimerais bien qu'on parle rapidement de comment vous êtes structuré aujourd'hui. Là, aujourd'hui, parce que là, on a beaucoup parlé de comment vous procédez pour vos clients. Donc, vous procédez, je l'imagine, de la même manière pour vous sur la partie commerciale. Mais comment vous êtes organisé d'un point de vue marketing, d'un point de vue distribution, d'un point de vue, tu m'as parlé de SEO tout à l'heure. Comment vous générez vos opportunités aujourd'hui ? De façon assez simple et je crois très classique. En gros, on travaille avec une agence SEO pour être correctement positionné sur des requêtes correspondant à notre activité. Donc ça fait longtemps maintenant qu'on travaille avec des pros du SEO. Donc on est loin d'être très bon, mais on n'est pas en retard, on va dire. Donc voilà, donc ça c'est un premier sujet. On a beaucoup retravaillé notre site pour être hyper clair sur ce que l'on fait et ce que l'on ne fait pas, pour avoir du lead entrant très quali. Okay, donc on a notamment, on ne fait que du B2B, et au début on avait des leads entrants de gens qui faisaient du B2C. Et donc maintenant on a vraiment bien retravaillé notre site. On a tout un parcours, par exemple, on fait tout le parcours pour comprendre exactement qui on est, ce que l'on fait, tout en vidéo, avec des vidéos interactives, voilà. Donc, on essaie de donner un max d'infos à celui qui s'intéresse un peu à ce qu'on fait, pour que quand il prenne contact, en fait, il ait vraiment beaucoup d'infos. Donc, on a vachement augmenté le niveau de la qualité des leads entrants que l'on a. Ok, donc on fait du SEO et on fait du Google Ads aussi, très classique, ça marche encore très bien. Là aussi, on se fait accompagner par quelqu'un parce que c'est un métier à chaque fois et qu'en interne on n'a pas ces compétences-là. Et très clairement, c'est l'externe qui a été choisi pour ça. Ok. Donc on a de l'entrant, SEO aussi, classique, bien suivi. En tout cas, c'est un truc qu'on suit chaque semaine, par exemple. Hein. Voilà, lead entrant, d'où ils viennent, combien ça coûte, etc. Okay. Donc ça, vraiment, c'est plutôt pas mal. De ce côté-là, on a des actions un peu, des choses
encore une fois relativement classique, on essaie de faire de façon qualitative, type LinkedIn, quelques lead magnets, on est en train de développer, tu vois, un truc pour faire un auto-diagnostic sur où est-ce que tu en es dans ta prospection. On a fait quelques lives, on a fait ensemble sur des sujets particuliers. On a fait pendant très longtemps, c'était il y a longtemps, on faisait des ateliers, mais alors à physique, les gens venaient au bureau pour 2 heures pour parler performance commerciale. Ok, vraiment. Donc les gens venaient, on mélangeait nos clients, nos prospects. Ça, c'était génial. Alors, ça a bien marché. C'était physique, il fallait venir le matin. Donc c'était tous les mercredis matins, café, croissant, 9h, etc. Et on annonçait 9h, 10h30 et on finissait à midi à chaque fois parce que c'était génial et qu'on papotait. J'ai adoré faire ça. On a fait ça pendant 1 an. Tous mes mercredis matins étaient consacrés à ça. On a rencontré plein de gens et tout. Le ROI, là, pur, directement, était pas fou parce qu'en fait, c'était pas dingo là sur le moment. Et quand tu vois ce que tu peux faire avec du SIA et 3 visios, c'est quand même beaucoup plus efficace. Mais il n'empêche, sur le long terme, ça nous a aidé aussi à nous positionner, à mieux comprendre nos clients, à se positionner sur le marché. C'était incroyable. C'était vraiment génial. Et on mélangeait nos clients et nos prospects, qui venaient juste dire, viens, dis-nous qui tu es, dis-moi quelle est ta problématique commerciale, et on en discute entre nous comme ça. C'était vraiment hyper quali. C'était très très chouette ça. Donc on va reprendre ça à la rentrée là, sous une forme digitale, 1 fois par mois, juste un atelier pareil, en disant tu viens, tu nous dis quelle est ta problématique commerciale et on en discute, vraiment du pur qualitatif, parce que moi j'aime beaucoup ce genre de choses. Voilà, donc on a ce genre de trucs là. On a beaucoup de bouche à oreille, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de clients qui nous recommandent. De gens qui ont entendu parler de nous par des gens qui ont fait des campagnes chez nous, et donc en gros on a très clairement un tiers. On a un tiers SEO SIA, on a un tiers de reco. Vraiment, tous les jours je traite des demandes entrantes là, et c'est mon grand kiff, vraiment j'adore ça. 30% de bouche à oreille en vrai, quoi, vraiment. Okay. Et hyper précieux ça. C'est très bon. Ouais, voilà. Bon, vous avez le mix parfait en fait. Et 30% de notre prospection, parce qu'on prospecte quand même un peu. Bah c'est marrant parce que c'est vraiment, pour moi, c'est le golden number, c'est le nombre d'or en fait du marketing mix, en fait, de la distribution. C'est-à-dire que pour moi, c'est un des meilleurs indicateurs de la santé d'une boîte. C'est-à-dire avoir un tiers de leads entrants d'inbound, en fait, un tiers de leads outbound que tu vas chercher avec ta prospection, et un tiers de bouche à oreille. Pourquoi? Parce que lead inbound, ça prouve que ce que tu fais est intelligible à des gens qui à l'origine ne te connaissaient pas, et que tu sais leur parler avec une logique content, avec une logique média. L'outbound prouve que tu sais exactement à qui tu t'adresses et que tu sais aller les chercher, et que donc tu as une totale résilience parce que demain t'arrêtes de faire du contenu, tu peux continuer à aller chercher tes leads, et donc c'est parfaitement indicatif de ton niveau de compétence en interne d'un point de vue purement business. Et le bouche à oreille, c'est indicatif de la qualité de ton produit et de ton product market fit aussi, parce que ça prouve que les gens en parlent de façon systématique et substantielle. Sinon t'aurais pas de bouche à oreille. Et donc le un tiers pour moi c'est un indicateur mais de fou furieux quoi. Et donc trop bien. Et tout à l'heure j'ai trouvé que t'as mis le doigt sur quelque chose de super pertinent par rapport au diptyque distribution, donc acquisition du trafic et site web, où en fait on a tendance à penser notre site et la façon dont on va le rédiger, dont on va faire notre copywriting, et ça c'est contre-intuitif mais ça fait toute la différence, de sorte à chauffer les gens, à les qualifier en fait, et on va copywriter de sorte à donner envie aux gens, c'est ce qu'on va essayer de faire en général, et c'est une erreur, de sorte à leur donner envie de nous, donc une cible froide, de nous contacter, de bosser avec nous et tout, ou d'acheter notre produit ou quoi. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que si t'as bien fait ton achat, enfin ton acquisition de trafic, si t'as bien fait ton SEO, si t'as bien fait tes ads, si t'as bien fait ton contenu, 90% du trafic qui vient sur ton site est déjà qualifié, ou a déjà des indicateurs de qualification démographique, firmographique, etc. Donc en fait, ton site, tu dois le penser de sorte à disqualifier l'audience qui ne va pas bénéficier de la valeur que tu as apportée, ou qui n'a pas le problème ou quoi. Et donc ton copywriting doit être là pour les dissuader en fait de te contacter au final. Et ça, quand t'as compris ça fait toute la différence quoi. Ouais. Mais nous, on l'a compris de façon hyper pragmatique. T'as compris, on a fait plein de trucs. Vous avez marre d'être contacté par des boîtes B2C. On avait marre de faire des visios avec des gens qui, en fait, c'était pas vraiment intéressés par ce qu'on faisait. On avait 2 grands sujets. C'était B2B, B2C. Donc, la basique, on a dit, mais il faut qu'il y ait écrit B2B partout pour éliminer ceux qui sont en B2C. Ils vont perdre leur temps et nous, ils nous font perdre notre temps. Et l'autre sujet, c'était notre modèle économique. On a un modèle économique au forfait, pas
au succès. Ok, on vend pas des rendez-vous avec un prix de rendez-vous. Très bien. Mais il y en a plein qui veulent ça. Je le comprends, il y a pas de souci. Il y a des gens qui font ça, très bien. Mais nous, c'est pas notre choix. Donc en fait, je veux pas discuter avec eux. Je sais très bien que je les convaincrai pas ou tellement peu que c'est, tu vois, c'est pas efficace. Donc on a dit, on va l'écrire partout pour arrêter de faire des visios pour qu'à la fin des 30 minutes, on dise, bon, et sinon, alors c'est quoi vos offres? Ah ben nous, on est au forfait. Ah ben non, moi, je veux pas au forfait, je veux payer au succès. Ok, merci. On a tous perdu notre temps. Voilà. Donc en fait, on l'a fait de façon hyper pragmatique avec Lloyd au bureau qui disait, j'en ai marre de faire des visios où on s'aperçoit à la 30e minute qu'en fait, on n'avait pas besoin de parler, quoi. Ouais. Et tu vas pas convaincre un vegan de manger une entrecôte, quoi. Non, exactement, c'est un peu ça. Ouais. Mais donc mettre entrecôte sur ton site, c'est un bon indicateur. Ouais, c'est un bon indicateur. Mais le problème, c'est que si t'as beaucoup de vegans qui arrivent sur ton site en premier lieu, c'est que là, t'as un problème un petit peu plus en amont qui est ta distribution en elle-même, quoi. Ouais. Trop bien. Et là aujourd'hui, pour revenir sur ton rôle de CEO, ton rôle, c'est comment tu le décrirais? Enfin, alors, mon rôle aujourd'hui, c'est un rôle avant tout de coordination, donc de structuration, parce que je disais qu'on a beaucoup structuré les choses cette année, donc ça a été beaucoup de travail de structuration et d'aide à la structuration. C'est pas moi qui fais, mais d'aide de superviser la structuration. Et on a encore plein de sujets en cours, ok. Donc c'est un rôle de structuration et ensuite de coordination. Coordination, c'est juste être là pour bien vérifier que tout ce qu'on a mis en place roule, que les équipes fonctionnent, que les reportings soient faits, que les clients soient satisfaits, etc. Et avec des indicateurs de mesure. Okay. Donc, comme je te disais, mon quotidien, moi, il a beaucoup changé. Il a beaucoup changé. Parfois, d'ailleurs, je me demande si je préfère celui d'aujourd'hui ou celui d'avant. Hein. C'est une vraie question et je pense d'ailleurs qu'il y a des entrepreneurs qui sont bons pour faire le 0 à 20, des entrepreneurs qui font le 20 à 100 et puis le 100 à 1000, c'est encore notre job et je pense pas que ce soit les mêmes personnes capables de tout faire ou de façon assez rare. Donc, je me pose la question de savoir si de temps en temps je suis fait pour faire ça ou pas. Hein. Je pense que c'est une question qui est légitime. Toujours est-il que je suis passé d'un rôle très commercial, où je suis le commercial de la boîte avant tout, et je fais le pompier un peu surtout, à coordinateur. Je suis là pour coordonner des choses qui normalement devraient rouler sans moi. Et moi, mon job aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ça roule sans moi. Et après, ce que je me garde, il y a deux choses que je me garde. Il y a un peu de commercial, parce que tu as bien compris que j'aime ça et que je vais piquer des leads. Je suis sur les leads entrants, et je dis, celui-là, je le prends. Parce que je continue à aimer ça, c'est mon kiff. Voilà. Et l'autre truc, c'est le côté et demain, qu'est-ce qu'on fait? De se poser la question du coup d'après. Très concrètement sur la veille, ça c'est un sujet sur la veille, ok. Mais de dire ok, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre productivité, comment on peut intégrer du no-code dans des outils no-code dans notre quotidien pour essayer de gagner en efficacité. Qu'est-ce qu'on fait demain quand on sera à tel niveau d'activité et que je veux qu'on fasse de la diversification d'activités parce que pour l'instant on est sur une activité très réduite. Ok, et donc commencer à réfléchir à ça ou des nouvelles façons d'aborder la prospection. Donc ça vraiment, et ça c'est le truc absolument génial, ou d'ailleurs c'est pas forcément du temps dédié, hein. Moi j'ai pas un temps dans mon emploi du temps où je réfléchis. Moi chaque fois que je le mets, tu sais, il saute parce que le quotidien vient. Mais en fait c'est un peu tout le temps. Il y a plein de petits moments comme ça, le quart d'heure, la demi-heure qui est consacré à réfléchir à la suite, etc. Donc moi je dirais que mon quotidien aujourd'hui en tant que CEO c'est plutôt coordinateur, ok, avec encore pas mal de chantiers de structuration. Une petite connotation commerciale, mais ça c'est pour le plaisir, et penser à la suite, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait demain. C'est pas que pour moi, c'est pas que pour le plaisir, parce que si je devais résumer ton rôle en 4 briques, t'as vraiment cette brique-là, vision. Les briques se nourrissent les unes des autres, mais t'aurais vraiment cette brique-là, vision, la brique stratégie. Ok, maintenant cette vision, comment est-ce que j'en fais quelque chose de concret, un plan d'action qui va me permettre d'atteindre cette vision. T'as cette brique-là opérationnelle où forcément tu continues aujourd'hui à produire, voilà, et qui est très connexe avec la 4e brique qui est la brique culture. Parce qu'une boîte, ça sonne de ses compétences, ça sonne de ses talents, mais aussi la moyenne de ce que les gens font dans la boîte et la moyenne des valeurs qu'ils vont partager, en fait. Et donc ça, c'est fondamental d'avoir cette dimension-là, leadership, et quelqu'un qui va incarner sa culture et qui va montrer l'exemple. Et donc en fait, le côté opérationnel que tu maintiens aujourd'hui, je le trouve ultra important parce que t'as le CEO dans la boîte, c'est fort d'avoir le CEO qui continue de prospecter, qui continue d'avoir ce goût, cet amour-là de la vente, du commercial, de la outbound. Ça, c'est un message super fort que t'envoies, et c'est un ciment de fou, en fait, d'un point de vue purement d'entreprise, c'est un point de vue culturel, quoi. Donc
pour moi, c'est pas tant c'est pas tant un gadget que ça en fait. C'est vraiment quelque chose de très puissant qui je pense a fait vraiment écho dans les équipes au final. Donc ça c'est très cool. Et en plus de ça, bah toi ça te fait kiffer donc. Tu sais que j'ai même fait, c'était un peu pour la blague, mais j'ai fait la campagne de notre 1000e client. Ah ouais. C'est toi qui. Je l'ai faite. J'ai vraiment fait les journées. Alors, je l'ai faite en doublon avec le BizDev officiel, on va dire, qui était dédié à la campagne. Mais j'ai dit pour le symbole, parce que ça fait des années que j'en fais pas, tu vois, concrètement, concrètement, je fais pas des appels pour prendre des R1 pour nos clients. Donc, c'est toi qui a prospecté, un jour, j'ai appelé le client, donc voilà, votre campagne, elle démarre aujourd'hui. Bah, en fait, ça vous embête pas, je vais faire la journée, en plus de la journée machin. Elle m'a pris pour un dingue, en plus, je sais pas le client que j'avais signé moi, donc elle savait pas qui j'étais. En gros, et c'est pas, en fait, je vous explique, voilà, je suis CEO de la boîte, et en fait, vous êtes notre 1000e client, et pour la symbolique, j'aimerais faire votre campagne. Elle dit, bon, vous faites bien ce que vous voulez. Et donc, je me suis enfermé, j'ai voulu faire des journées complètes. C'était trop compliqué. Et là, j'avais beaucoup à perdre. Si t'es très bon, que tu claques 5 rendez-vous dans la demi-journée, on va dire, ouais, mais machin, voilà, il fait le malin et tout. Si t'es pas bon, le lendemain, il est compliqué quand même, hein, pour aller faire la réunion d'équipe. On dit, oh, les gars, faudrait s'y mettre, voilà. Quand tu, oui, mais moi, ouais, moi, c'est pas, mais j'étais pas bien. Voilà. Donc, je l'ai faite. J'ai été moyen. Juste comme il faut. J'ai été moyen. Alors, j'ai eu vachement de mal à tenir les journées. C'est-à-dire que la prospection, il faut du temps dédié à ça. Il faut couper le téléphone, couper les mails et vraiment prospecter. Donc, je m'étais prévu des journées très rapidement. Je m'étais prévu des demi-journées qui se sont transformées en des demi-journées et tout. Mais je l'ai fait. J'ai fait l'exercice. Franchement, je me suis régalé à le faire. Bah, ne faire que ça, c'est plus dur. Attention, hein, c'est un métier qui est difficile, qui est exigeant. Hein, tu vois, faire de la prospection 220 jours par an. La constance, franchement, la constance est une qualité qui est très importante chez nous et qui fait la différence entre les vrais bons bizdev et ceux qui ont plus de mal. Donc c'est un vrai sujet. Donc moi, quand je l'ai fait comme ça, une demi-journée par semaine, honnêtement, j'avais pas cette problématique-là. Donc j'ai bien conscience que j'ai pas fait l'exercice exactement comme les personnes chez moi font. Mais j'ai adoré faire cet exercice-là. Je me suis pris des bâches, des gens m'ont raccroché au nez, j'ai vécu le truc exactement. J'ai adoré. Voilà. Mais c'est fort, c'est très, mais vraiment, c'est très très fort. C'est la culture, la culture dans la boîte. C'est quelque chose dont on parle bien trop peu. Et pourtant, et a fortiori quand une boîte grossit comme ça et que tu commences à compter en dizaines, voire en centaines des effectifs, ça fait toute la différence. Et la culture, c'est pas ce que tu vas placarder, c'est pas les valeurs que tu vas écrire sur Notion ou tu vas taguer sur ton mur. C'est à quel point tu vas avoir des actions, des actes, des éléments d'incarnation en fait de ces valeurs-là et de ces cultures assets en fait. Et ça en fait c'est un message très fort que t'as envoyé quoi pour moi. Et c'est un truc auquel tous les entrepreneurs, tous les CEO devraient s'adonner parce que on s'en rend pas forcément compte dans l'instant, mais ça fait toute la diff parce que là tu envoies le message qui est fondamental à tes équipes de voilà, chez nous on a les paroles mais on a aussi les actes et il y a pas de désalignement entre les deux et c'est quand t'as ce désalignement là qu'en général tu commences à avoir des problèmes quoi. Ouais. Et tu sais tout à l'heure je disais notre responsable de la performance qui fait des appels ping-pong, c'est-à-dire il se met à côté d'un bizdev et on en fait un chacun. Il y a rien de plus efficace et il y a rien de plus embarquant que ça. On se met tous les deux et on fait ensemble. Voilà. Et ça veut pas dire que l'un va être super fort et l'autre il a qu'à regarder et admirer. C'est pas du tout ça hein, la question. On se soutient. En prospection, je veux dire, qualité numéro 1, c'est l'humilité. Hein. Parce que c'est dur et ça te remet à ta place. Donc l'important c'est de ça, c'est de dire on se met à côte et on fait ensemble. Voilà, ça pour le coup c'est fort. Et ce qu'on fait en ce moment en faisant ça là, ça nous fait beaucoup progresser. Ouais. Voilà, ouais. Excellent. Ouais. Écoute, je te propose de terminer l'échange avec les traditionnelles questions que je pose toujours à la fin. Et ça va permettre de boucler avec la question que je veux te poser depuis quasiment le début de l'échange. Mais à chaque fois, j'en ai une autre sur lesquelles j'embraye. C'est quoi les 3 livres que tu nous recommandes avec petite parenthèse, petite précision, qui t'ont permis de progresser justement en tant qu'entrepreneur et de faire cette transition d'entrepreneur d'une boîte qui se positionne tranquillement à une boîte qui aujourd'hui double tous les ans. Tu vas être déçu de la réponse.
Ah, je suis jamais déçu, moi. Non, Je suis toujours question, content. malheureusement. Je ne lis rien. Je suis une quiche. Non, Je mais lis rien. lecture ou, enfin, comment est-ce que t'as fait pour progresser, Alors, il y a des... Ça peut être des podcasts, ça peut être, Ouais, alors, on a parlé de documentaires tout à l'heure. Podcasts, il y a plein de choses. Des podcasts, oui, c'est sûr. C'est sûr et certain. Je trouve que depuis que j'en écoute, ça ouvre vachement l'esprit et sur notamment le côté structuration des boîtes, vraiment. Donc Mathieu Stéphanie, voilà. Et là, franchement, tiens, c'est pas pour juste envoyer des fleurs, vraiment beaucoup. Plein de trucs hyper intéressants. D'autres plus ouverts ou plus variés, un que j'aime beaucoup qui s'appelle Pause de Alexandre Mars, sur des personnalités pas que du monde de l'entreprise, soit vraiment plus variées, mais avec plein de parallèles possibles, très très intéressants. En termes de bouquins, je suis nul. C'est la cata. Je lis rien. J'ai 2 bouquins posés sur la table de nuit qui sont les mêmes depuis 1 an et demi et ils avancent pas. Donc je ne lis rien du tout. Voilà. Donc je fais pas ça. En revanche, j'aime beaucoup discuter avec des gens et il y a franchement des gens qui font avancer. Voilà. Il y a quelqu'un au tout début de l'aventure qui m'a expliqué le business de la prospection parce que elle avait fait ça pendant 10 ans dans une boîte de téléprospection classico-classique et qui m'a fait gagner un temps incroyable. Il y a un consultant externe qu'on a pris pour nous faire avancer sur structuration d'outils, etc., qui avait une vision du monde de start-up que j'avais pas et qui m'a fait progresser sur plein de sujets sans même s'en apercevoir, voilà, en quelques mois. Donc c'est plus de ce côté-là que moi je fonctionne. Mais non, bouquin, c'est pas mon truc. Donc échange principalement, Beaucoup, podcast. ouais. Ok. Mais ça fait toute la diff. Je parlais de Christian tout à l'heure. Christian a alors c'est un truc qui justement regrette de plus avoir trop le temps de faire parce que ça l'aidait énormément. Bah toutes les semaines il faisait 1 ou 2 heures de call avec un confrère, avec quelqu'un qui pour parler d'une thématique précise en fait, et c'était vraiment son rituel et ça l'a fait progresser mais comme pas possible. C'est-à-dire que ça l'a autant fait progresser que tous les cours qu'il a suivis, toutes les formations qu'il a suivies et toute l'exécution qu'il faisait quoi. Et donc c'est vraiment quelque chose qui fait toute la diff et sur lequel trop peu de gens s'appuient quoi. Et dernière question, c'est quoi les 3 conseils là que tu as envie de donner aux entrepreneurs qui nous écoutent? Conseils. Alors, il y en a un qui est le plus facile, c'est faut pas trop réfléchir avant de se lancer. En gros, si t'attends le moment idéal pour lancer un truc ou une boîte ou une offre, tu le lanceras jamais. Donc faut y aller. Faut pas y aller n'importe comment, mais franchement faut y aller et puis on verra après. Parce que globalement ça ne se passe jamais exactement comme on l'avait imaginé, donc faut bien se dire ça et puis faut y aller. Donc ça c'est le premier, c'est dire il faut avoir pas trop d'appréhension au départ, sinon on n'y va pas. Le deuxième c'est pas voir petit. Faut pas hésiter à se donner des ambitions. C'est pas de la prétention, c'est des ambitions. D'ailleurs, je fais tout pour que ça fonctionne. Et si ça fonctionne, ça peut aller loin. Voilà. Faut pas s'auto-freiner. Moi, je trouve qu'il y a plein de gens qui s'auto-freinent en disant, attends, on va faire ça d'abord, on verra après, parce qu'ils, je sais pas, ils se disent que ils veulent pas aller trop vite ou passer pour ceux qui veulent aller trop vite, etc. Et je pense que c'est souvent une erreur. Faut pas avoir peur d'avoir des ambitions. Saines, posées, normales, mais d'avoir des ambitions. Voilà. Et le troisième, c'est plus sur un plan perso. Faut être très attentif à son équilibre. C'est hyper important parce qu'on peut quand même y passer beaucoup de temps, parfois trop, laisser beaucoup d'énergie et quand même être entrepreneur. Ton énergie, ce que tu vas toi dégager, a une influence directe dans une boîte. Tu vois, si toi t'es pas bien à la réunion du lundi matin, tu vas la faire de travers et en fait tout le monde a un peu cette impression de truc c'est pas bien fait. Donc il y a quand même l'importance en fait de la bonne énergie, le bon état d'esprit. Et ça, quand tu commences à manquer de sommeil, quand tu commences à avoir des angoisses, etc. Là tu y es plus. Donc en fait il faut être assez attentif. Faut pas dire on verra après et tout endosser quoi. Faut être assez attentif à son équilibre parce que être clairvoyant, être serein et être tu vois, en bonne santé, en bonne énergie, c'est hyper important. Ça a une influence sur la boîte qui, je pense, est assez directe. Difficile à mesurer, mais directe. La première compétence d'un CEO pour moi, d'un entrepreneur, c'est de savoir rester en selle déjà. Quoi. Ouais. Déjà, c'est la base. Ouais. Écoute, merci beaucoup pour avec grand plaisir. Merci à toi. Pour ce moment. Franchement, c'était très cool de pouvoir discuter et ça me fait très plaisir d'avoir parlé prospection, d'avoir parlé réinvention aussi, restructuration, parce que c'est 2 sujets au final dont on parle assez peu d'une manière générale. Donc
Trop cool. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour l'année prochaine? Une chouette année où on va kiffer ce que l'on fait. En fait, je me dis, on a beaucoup construit. Maintenant, on a envie de se payer. C'est-à-dire de se régaler, à faire une année complète, à bien progresser, à être bon dans ce que l'on fait. Et comme on a envie de faire d'autres trucs, on va diversifier nos activités au cours de l'année et donc faire des choses dont on a envie. Voilà. Parfait. Jean-Michel, merci. Merci à toi, Benoît. On se dit à très vite pour un prochain épisode. Vous savez, il y en a très souvent, hein. Peut-être trop. Non, jamais trop. Salut à tous. Ciao.